Bonsoir à tous, 14 juillet, feu d'artifice, 1789, les prémices d'une légende. Bruno Hiroux, secrétaire général du Parti de la France, écrivit ce matin: La Révolution, cette révolte hideuse où les pires alcooliques, les pires débiles et les pires criminels sont agités par le camp de l'anti-France pour détruire et massacrer ce qu'il y a de plus beau dans notre race, est une plaie ouverte que tout Français, droit et non renié, doit avoir à cœur de penser et de recoudre. Nous sommes aujourd'hui le 14 juillet, jour du feu d'artifice, de défilé et de bal des pompiers. C'est aussi le jour de notre fête nationale, qui est censée symboliser, selon la République, la fierté de la France. Pourtant, nous tenons aujourd'hui, un peu comme d'habitude, un discours à contre-courant. Notre fierté d'être français ne réside pas dans le 14 juillet. La frontière entre histoire et légende est très mince sur ce genre de thème. Ce soir, nous tenterons de mieux en parler de la Révolution française de 1789 à 1799. Et pour ce faire, j'ai avec moi ce soir Thibaut de Chasset, directeur du magazine Héritage et patron d'émission sur Radio Courtoisie. Bonsoir Thibaut de Chasset, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Merci à vous. Yanis Morio, Yanis qui est un tout nouveau cadre du Parti de la France, bienvenue et félicitations. Bonsoir Yanis, merci d'être avec nous ce soir. Bien le bonsoir, c'est toujours un plaisir de parler ici et puis surtout ça fera un petit peu, ça changera un peu de tous les flonflons qu'on entend sur cette date qui est tout sauf une vraie fête nationale. Ah, absolument. Et bien sûr, Scipion de Salles, historien et collaborateur du journal Rivarol. Bonsoir Scipion de Salles, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir à tous, merci. On va certainement commenter cette fête nationale du 14 juillet 1790, qui est la fête officielle et pas la prise de la Bastille le 14 juillet 89, contrairement à ce qu'on raconte toujours. Exactement. Excusez-moi. Du coup, je vous rappelle que nous sommes sous le coup de la loi républicaine et que nous ne devons pas avoir de propos illicites. Je rappelle à chaque fois, je vous fais confiance. Le format de l'émission se compose en deux parties. La première partie durant environ 1 heure, où je vous pose quelques questions, en l'occurrence quatre chacun. Puis la seconde partie, où c'est directement vous, les auditeurs, qui peuvent poser vos propres questions pendant environ une demi-heure. La seule règle est d'appuyer sur le microphone pour s'exprimer et appuyer de nouveau dessus une fois terminé, pour éviter tous les bruits parasites pouvant nuire à l'harmonie sonore de l'émission. Vous pouvez bien sûr, et je vous encourage, rebondir sur les réponses des uns et des autres. À titre d'information, l'émission sera disponible en rediffusion immédiatement sur le canal du Parti de la France et dès le lendemain matin sur la chaîne YouTube. Chers amis, soyons loquaces. Soyons d'ailleurs dans la mise en contexte. Et pour ce faire, je vais demander bien sûr à notre historien Scipion de Salm, que s'est-il passé réellement il y a 233 ans, le 14 juillet 1789? Alors allons-y, donc le 14 juillet 1789, qui a été fêté un an plus tard, le 14 juillet 1790, d'où la fête nationale républicaine. Donc c'est un jour d'émeute, tout simplement, comme on a eu de nombreux dans l'histoire de France. Il y a des foules assez furieuses qui sont tourmentées par des motifs de ravitaillement à la base. Donc c'est des gens qui ont faim, qui saccagent tout et qui pillent les boulangeries. La Révolution française de 1789, c'est beaucoup ça, du pillage de boulangeries. Mais là, cette foule a été manipulée et mobilisée pour s'emparer d'armes et rentrer dans un processus révolutionnaire. Ça va au-delà du pillage de boulangerie qui avait déjà eu lieu au printemps 1789. C'est vraiment s'emparer des lieux de pouvoir. Donc des lieux de pouvoir, il y en avait trois. Il y avait eu les Invalides, c'est vu comme un vestige du pouvoir militaire et une réserve d'armes. Donc, les Invalides, c'était la maison de retraite des vieux soldats par Louis XIV. Ça a une allure de palais, ça montrait d'ailleurs qu'on savait bâtir sous Louis XIV pour la maison de retraite de nos vieux soldats. Donc, il n'y a pas eu vraiment de résistance et la foule s'est emparée des armes aux Invalides. Il y a eu l'hôtel de ville qui est à l'emplacement actuel, même s'il a brûlé par les communards, et du fait des communards en 1971 et qu'il a été reconstruit sur le même modèle. Enfin, donc, il y a eu l'hôtel de ville.
Et troisième lieu de pouvoir, qui était considéré comme un lieu de pouvoir très symbolique, c'était la Bastille. Donc la Bastille, c'est une vieille forteresse à l'est du centre historique de Paris qui date de Charles V. Charles V, c'est un très grand roi dans la deuxième moitié du XIVe siècle qui a libéré la France une première fois grâce notamment au connétable du Déclin. Et ce très grand roi, pour mieux contrôler Paris et mieux la défendre, avait fait construire une très grande forteresse pour le XVe siècle, la fameuse Bastille. La Bastille est passée d'usage comme forteresse, notamment quand Louis XIV a fait raser les remparts de Paris. Dans les années 1670, ça a fondé les boulevards. C'est la première génération de boulevards. Donc la Bastille, c'est un grand bâtiment à moitié désaffecté qui a servi de prison pour trouver une justification à la forteresse. Elle a servi de prison et pour les prétendus philosophes du XVIIIe siècle, c'était le symbole de l'arbitraire du pouvoir royal, puisque à la Bastille, on pouvait en théorie être enfermé sur ce qu'on appelait le procédé des lettres de cachet, c'est-à-dire le roi décide directement d'enfermer quelqu'un qui lui déplaît. Donc formulé comme ça, c'est une tyrannie scandaleuse. En fait, ça marchait pas ainsi, c'était souvent des familles qui demandaient elles-mêmes l'incarcération de mauvais rejetons turbulents. C'est comme ça que ça marchait. Donc la Bastille, c'était vu comme un symbole de l'oppression entre guillemets. Parce que si Louis XVI avait été un tyran, selon l'expression d'usage, il n'y aurait jamais eu de révolution, mais pas du tout. C'était un roi bienveillant et, osons le mot, un peu trop faible. Donc la foule manipulée. Alors après, manipulé par qui? C'est tout un processus révolutionnaire lié déjà à la réunion des États généraux à Versailles au printemps 1789. C'est ce qu'on a appelé le Parti patriote, c'est la première génération de révolutionnaires. C'est ceux qui veulent imposer à la France une monarchie constitutionnelle, à la fois sur le modèle britannique et sur le modèle des États-Unis, où les grandes idées, entre guillemets, de liberté, de démocratie, de droits de l'homme, ont émergé, sont imposés à partir de leur déclaration d'indépendance de 1776. Donc énorme influence anglaise et des États-Unis et des cadres du Parti patriote qui encadrent la foule et s'appuient sur quelques soldats mutinés. L'avantage des soldats mutinés, c'est qu'ils savent se servir des armes. On a même trouvé des canonniers. Donc les canonniers défoncent à coups de canon les premières approches de la Bastille et commencent à démolir les portes. Donc, ce qui fait que le gouverneur de la Bastille, après une résistance symbolique, décide de capituler. Donc, on lui promet la vie sauf et il est massacré de façon abominable quelques minutes plus tard. Donc ça, c'est une révolte qui réussit au moins un jour, le 14 juillet 1789, et elle s'inscrit de façon durable pour le pire dans notre histoire, parce que justement, il y a eu une paralysie du pouvoir royal, il n'y a pas eu de vraie réaction royale. Louis XVI a laissé faire, et même pire que tout, il s'est rendu quelques jours plus tard à Paris de façon totalement volontaire pour sanctionner ce début de processus révolutionnaire, sanctionner au sens d'approuver, puisqu'il a notamment reconnu la nouvelle municipalité de Paris mise en place par les révolutionnaires. Donc le 14 juillet 1789, ça aurait pu être une journée triste avec une révolte populaire, comme c'est arrivé souvent dans notre histoire, et c'est devenu, hélas, le début d'un processus révolutionnaire assez terrible. Donc on a libéré les 12 prisonniers de la Bastille, dont une bonne moitié de criminels avérés, des faux monnayeurs principalement. Donc ce prétendu triomphe de la liberté est assez dérisoire, mais malheureusement, c'est l'enclenchement très fort du processus révolutionnaire à Paris. Processus révolutionnaire qui ira croissant jusqu'à l'été 1794 et qui continuera sous diverses formes 10 ans jusqu'en 1790. Merci beaucoup pour la remise en contexte très précise. Comme ça, nous savons exactement de quoi nous parlons. Yanis Morio, je tenais d'abord à vous féliciter effectivement parce que vous êtes l'avocat du Parti de la France. Vous avez fait partie du dernier bureau politique élargi où il y avait d'ailleurs Jean-Marie Le Pen. Vous êtes né, je crois, un 31 août, si je ne m'abuse, comme Éric Zemmour. Et d'ailleurs, nous chantions au 31 du mois d'août ainsi que d'autres chants royalistes lors de cette réunion. J'invite donc mes auditeurs, qui sont intéressés par le sujet, à adhérer au Parti de la France. Mais Yanis Morio, j'aimerais vous poser cette question.
On parle souvent de génocide vendéen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que cela signifie? Alors, effectivement, oui, un 31 août comme Éric Zemmour et également comme Caligula dans un autre genre. Donc, sur le génocide vendéen, c'est une décision donc, de Robespierre et de toute sa clique d'éliminer une partie de la population. Alors, il y a eu d'autres personnes, d'autres populations qui étaient opposées à cette révolution un peu partout en France, mais en Vendée, c'était vraiment concentré. Il y a eu la Vendée, la Bretagne avec la chouannerie. Il y a eu quelques autres petites régions où c'était important, mais c'était vraiment l'épicentre. C'était ce qui donnait le plus de fil à retordre à la Révolution. Donc il y a vraiment eu une volonté avérée d'éliminer la population, pour ensuite la remplacer, la repeupler les terres vidées de leur population par d'autres Français plus acquis à la cause. Longtemps, ça a fait évidemment polémique, puisque la République ne pouvait pas dire, eh ben, effectivement, nous sommes nés d'une volonté génocidaire, mais les travaux de Reynald Secher ont bel et bien montré que c'était une décision. Ça n'était pas quelques morts éparses, il y a vraiment eu, c'était le premier vraiment génocide organisé, qui en a d'ailleurs inspiré d'autres, puisque Lénine s'est beaucoup inspiré de Robespierre. Il a parlé dans ses écrits de la Vendée, il s'en est inspiré comme d'une technique, vraiment de quelque chose à reproduire, une stratégie. Et c'est à l'origine de tous les grands génocides postérieurs. Ça a été la matrice, Solzhenitsyn en parle. C'est pour ça qu'il est venu ensuite en Vendée rendre hommage aux Vendéens et puis à l'invitation de Philippe de Villiers. Donc c'est vraiment là que tout a commencé. C'était vraiment l'idée de régénération, faire un nouveau régime en régénérant ceux qui s'y opposaient. C'est marche ou crève, quoi, au sens propre du terme. Donc c'est finalement assez totalitaire, paradoxalement, à ce que prônent les valeurs soi-disant de la République. Maintenant, Thibaut de Chassey, Éric Zemmour, dans son fameux livre Le suicide français, compare mai 68 et la Révolution française, en expliquant que mai 68 n'est pas une révolution politique, mais du peuple. Monsieur de Chassey, peut-on comparer mai 68 et la Révolution française? Oui, dans une certaine mesure, et puis on peut aussi évidemment trouver un lien de filiation, puisque la Révolution française, et à mon avis, c'est important de le rappeler, est la matrice de tout un tas d'idéologies qui vont éclater à cette occasion, qui vont se répandre ensuite et dans lesquelles nous baignons encore. C'est vraiment l'un des événements les plus graves de l'histoire de l'humanité. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est un sujet de première importance. Il faut bien en prendre la mesure. Personnellement, je le classe dans le trio de tête des plus graves tragédies de l'histoire humaine. C'est une rupture radicale avec tout un monde, le monde d'avant, un monde traditionnel, fondé sur une certaine morale naturelle, sur la révélation chrétienne. C'est tout un ensemble de conventions, de coutumes. C'est un univers mental aussi qui s'effondre sous le coup des révolutionnaires. Et nous vivons aujourd'hui dans les conséquences de cet événement. C'est pourquoi ce n'est pas du passéisme que de se pencher sur cette question et de l'étudier, surtout si l'on est un patriote français aujourd'hui, a fortiori si l'on est un militant. Il faut bien comprendre que les idéologies que nous avons à combattre aujourd'hui, et le gauchisme au sens large, en premier lieu, eh bien, découle directement de cette Révolution française. C'est au fil des décennies, une logique qui se déroule. Et ce que nous avons à combattre aujourd'hui, eh bien, tire ses principes de cette Révolution française. Et il faut aussi rappeler que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Alors cette Révolution française, c'est créer des mythes fondateurs, en particulier celui de la prise de la Bastille, que nous avons un petit peu évoqué. Il y a aussi, par exemple, la bataille de Valmy, sur laquelle nous pourrons peut-être nous pencher un peu plus tard. Et il y a aussi cet aspect prétendument populaire de la Révolution française, voilà, que ses partisans aiment à présenter. En réalité, c'était d'abord une révolution bourgeoise, une partie de la bourgeoisie,
qui voulait prendre la place en quelque sorte, et pour faire simple, hein, de la noblesse. Il y avait aussi un rôle important d'une grande partie de la noblesse qui était acquise aux idées nouvelles, celles des philosophes, celle de la franc-maçonnerie, qui avait pénétré avec beaucoup d'astuces les milieux les plus élevés. Pour ce qui est de l'aspect populaire, c'est à vrai dire une partie de la population parisienne, des faubourgs en particulier, et on devrait parler davantage de populace plutôt que de peuple. Voilà. Quant aux opposants les plus connus, c'est-à-dire les Chouans de Bretagne et puis les Vendéens, pour le coup, on peut vraiment parler de révolte populaire. Voilà. C'était vraiment les gens des milieux les plus simples, même si évidemment se sont illustrés à leur tête des personnes issues de la noblesse, encore que pas toutes, il y avait aussi quelques personnes issues véritablement du peuple. Voilà. Pour l'aspect populaire, de même pour la révolution de mai 68 dont vous me parliez, ça n'a rien de populaire, c'est une poignée d'étudiants privilégiés, de la bourgeoisie de gauche, qui veut s'amuser, qui veut abattre ce qu'il reste de l'ordre ancien, qui a soif de davantage de licence, de libéralisme moral. Les premières revendications, vous le savez, sont d'ordre moral, avoir accès pour les étudiants au dortoir des filles, enfin ce genre de choses. Mais bon, pour moi, c'est une suite, une conséquence logique de la Révolution française. Bon, voilà, là aussi, il y aurait tout un tas un tissu d'histoire officielle à déconstruire autour de mai 68, mais bon, c'est un vaste sujet. Voilà. Merci beaucoup. On a tout à fait compris les points communs qu'il pouvait y avoir entre mai 68 et la Révolution française, notamment le côté faux populaire qui pourrait régir de ces révolutions. Scipion de Salles, est-ce que vous pourriez nous parler de la terreur qui s'est déroulée entre 1793 et 1794, qui est une époque dont on parle beaucoup dans les livres d'histoire? Oui, alors on parlait beaucoup de la terreur, on osait en parler dans les livres d'histoire il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, quand Alexandre, vous étiez au lycée, je suppose, mais ça a tendance à disparaître, parce que maintenant on demandera de faire des coloriages au bac, c'est de plus en plus bête et de moins en moins compliqué. On apprend que la révolution, c'est les droits de l'homme, le peuple est content, les Français sont libérés de la monarchie et du catholicisme. C'est assez littéralement ça, donc c'est complètement faux et monstrueux, mais enfin ça se résume à ça. Et la terreur est plutôt occultée qu'assumée. Alors qu'il y a quelques décennies, elle était assumée par toute l'école marxiste qui trouvait qu'elle n'allait pas assez loin, la terreur, mais enfin elle était assumée. Et là, elle est occultée. Donc il faut d'autant plus en parler qu'elle est occultée par des gens qui se réclament toujours des soi-disant valeurs de la République, à commencer par le président Macron. Donc ceci pour rappeler encore une fois que ce n'est pas une obsession d'une secte politique contre tout, y compris des évidences. Justement, ce n'est pas des évidences l'idéal révolutionnaire et c'est très néfaste. Et pour définir la terreur, en fait, c'est un régime qui n'a aucune base légale, même par rapport au processus révolutionnaire. La terreur a été mise à l'ordre du jour, c'est-à-dire que la troisième assemblée révolutionnaire, parce qu'on a eu trois, la première étant les États généraux, la deuxième la législative, la troisième la convention. La convention, le terme est un anglicisme, c'est-à-dire une assemblée constituante. Donc la terreur est à l'ordre du jour de la Convention, mais elle n'est jamais votée par la Convention. Tout le pouvoir est au législatif, en principe, dans les assemblées révolutionnaires. Donc ce qui se passe, c'est que y a des décrets provisoires qui organisent littéralement la terreur. Donc le but, c'est de terroriser les ennemis de la Révolution. C'est totalement assumé, et les révolutionnaires trouvent ça très bien. Il faut faire peur aux ennemis de la Révolution. Et il y a toute une paranoïa chez les révolutionnaires, en partie sincère. Ils croient qu'il y a toujours des aristocrates qui complotent contre la Révolution. Et la Révolution, c'est aussi un processus qui rappelle la mythologie grecque et l'histoire de Chronos. On dit que la Révolution dévore ses enfants. Les grands révolutionnaires de 89, type Lafayette, sont complètement poursuivis et persécutés eux-mêmes, ce qui est d'ailleurs très bien fait pour eux, en 92 ou 93. Donc,
La terreur, c'est la radicalisation du processus révolutionnaire. On exige de la population une adhésion officielle à la révolution. Il y a des contrôles, il y a ce qu'on appelle des comités civiques, en principe dans toutes les communes, qui distribuent des certificats de civisme. Donc moi j'y ai pensé, je fais partie des seuls lors des fameuses attestations. On devait signer soi-même. Enfin, à l'époque, c'était des certificats de civisme, montrer qu'on était des partisans de la Révolution. Et si on était un incivique, de leur point de vue, on risquait la confiscation des biens, voire la peine de mort. Le drame de l'invention de la guillotine, c'est que c'était censé faciliter les exécutions publiques, puisqu'avant c'était ou la pendaison, ce qui est très désagréable pour le pendu, on peut avoir 2 minutes d'agonie absolument atroce, ou la décapitation à la hache pour les nobles, mais il faut que le bourreau soit adroit. Donc la guillotine, en principe, quand ça marche bien, on est mort en 10 secondes, mais du coup, ça a multiplié, disons, la facilité des exécutions. Donc les opposants politiques sont de plus en plus exécutés, puisque la terreur, c'est, comme j'ai dit, les comités civiques qui surveillent la population. Donc on a vraiment un des premiers régimes totalitaires au monde, un totalitaire imparfait heureusement, mais un des tout premiers. Et on a une justice aux ordres, les tribunaux révolutionnaires, qui juge de manière absolument scandaleuse, au sens où c'est sous les vociférations de la foule, c'est des preuves douteuses ou pas de preuves douteuses, mais on peut condamner quand même. Et donc la justice révolutionnaire et enfin des exécutions rapides. Et dans les zones dites de guerre civile, que ce soit face aux insurrections royalistes dans l'Ouest ou aux insurrections girondines, ça aussi c'était pendant la Terreur, en 1793, notamment des villes comme Lyon, Marseille ou Toulon qui se soulèvent, parfois brièvement ou plus ou moins longtemps, contre la Révolution, mais au nom d'une république différente. La République des Girondins qu'il ne faut pas idéaliser, mais qui n'est pas la Terreur ou République des Montagnards pour les sous-groupes de révolutionnaires. Donc la terreur, c'est vraiment éliminer tous les opposants de la Révolution. Et c'est terrible, c'est une élimination physique de masse. Donc on a plusieurs milliers de guillotinés dans les grandes villes, donc à Paris, à Lyon. Et on a des exécutions de masse à l'arme blanche, notamment en Vendée. À l'époque, on parle de populicide. Un génocide, c'est une invention linguistique des années 1920, mais à l'époque de la Révolution, on parle de populicide. Et on s'est senti obligé d'inventer le terme. Comme c'était du jamais vu, auprès des millénaires de France royale, on a dit, mais on massacre toute la population, c'est un populicide. Le terme est apparu à ce moment-là. Et donc, il y a les noyades à Nantes, ça c'est atroce, les Vendéens capturés, on les noie délibérément dans la Loire à Nantes, ou on les fusille au canon pour aller plus vite. Littéralement, à Lyon, dans la plaine des Brotteaux, on a fusillé au canon des centaines et des centaines de suspects. Donc c'est vraiment un régime de terreur de masse et qui a causé probablement au total 200 000 à 300 000 morts. Alors j'ai échangé ce matin avec un correspondant, ça fait à peu près 1% de la population. Enfin, c'est énorme, du jamais vu. Et aucune répression royale n'a atteint cette ampleur. Y compris Louis XIV contre la Fronde, il a surtout pardonné et fait très peu exécuter, sauf quelques centaines de plus coupables, pour donner une idée de comparaison. Donc vraiment de l'ordre de 300 000 morts, donc presque tous durant ce sommet de la Révolution qui a été la terreur du point de vue sanguinaire, même s'il y en a eu un peu avant et encore après, en 93-94. Et la terreur évolue de plus en plus en une dictature personnelle d'un homme qui domine l'Assemblée, qui est Robespierre. Donc Robespierre, c'est un disciple de Rousseau. Il ne l'a pas connu personnellement, mais il développe de manière logique et claire et compréhensible, ce que n'est pas toujours Rousseau, il faut quand même être honnête. Donc il développe Rousseau et il veut fonder une France nouvelle avec un nouveau gouvernement, donc gouvernement révolutionnaire et une nouvelle religion. Donc on remplace le catholicisme par le culte de l'être suprême. Donc c'est une idée de la franc-maçonnerie spiritualiste ou des philosophes déistes comme Voltaire et Rousseau.
Et donc Robespierre exerce une très forte influence sur l'Assemblée au printemps 1794 via le Comité de salut public. C'est ce qui tient lieu de gouvernement dans le système révolutionnaire sous la Terreur en 93-94. Et Robespierre décide en juin ou juillet 94 de lancer une grande campagne de lutte contre la corruption. Alors c'est ça qui est amusant. De quoi est tombé Robespierre? Parce qu'il promettait de faire guillotiner tous les voleurs au sein du personnel révolutionnaire, à commencer par les députés à la Convention. Donc chose très amusante, la majorité des députés de la Convention sur le coup a eu très très peur et s'est révolté contre Robespierre à l'été 1794. Ça a donné les journées assez confuses de Thermidor. Donc c'est des révolutionnaires eux-mêmes, et pas forcément les plus modérés, qui ont renversé Robespierre et ses plus proches amis politiques, notamment Saint-Just, à l'été 1794. Et c'est là que Robespierre a été assez lamentable. Face aux difficultés, il a été complètement passif, il a tenté de se suicider à l'antique, puisque ces gens sortis complètement du christianisme essayent d'imiter les anciens païens romains. Mais enfin, il a échoué et il finit guillotiné lui-même. Et après ce renversement de Robespierre, la pression populaire est telle, y compris parmi les révolutionnaires. Et les révolutionnaires convaincus, c'est à peu près 10% de la population, mais ça suffit pour contrôler un pays. Qu'on se fasse une idée, la révolution, surtout sous la terreur, c'est pas une adhésion collective et massive des Français, c'est 10% de fanatiques motivés et qui y croient vraiment, surtout dans les grandes villes, mais ça suffit pour encadrer et faire subir la révolution à l'ensemble de la population. Mais à l'automne 94, il y a un relâchement par rapport à la terreur. Comme elle n'a jamais été votée, elle n'a pas été officiellement abolie. Mais il y a un certain relâchement à l'automne 94, sachant qu'après la terreur, les révolutionnaires cherchent absolument à se maintenir au pouvoir. Il y a plusieurs enjeux. Ils craignent pour leur vie en cas de retour à une forme d'ancien régime. Ils craignent pour leur fortune parce qu'ils ont confisqué les biens du clergé, bien dits nationaux. Ça a été l'occasion de spéculations abominables et d'opérations financières tordues, indicibles. Et bizarrement, on les cherche pas trop pour les historiens de la Révolution, même si beaucoup de documents ont disparu. Et donc ils craignaient pour leur vie, pour leurs biens, donc ils ont tout fait pour se perpétuer au pouvoir. Et ce qui fait que la révolution a perduré jusqu'en 1799, avec en plus un contexte de guerre dure contre à peu près toute l'Europe. De 92 à 93, la France de la Révolution déclare la guerre à tous ses voisins. Donc c'est une forme de bellicisme hystérique et absurde. On a à peu près vécu la même chose récemment au sujet d'un conflit terrible en Europe de l'Est. Donc c'est ça en 10 fois pire. Il faut libérer les peuples opprimés de leurs affreux tyrans. Donc une forme d'hystérie collective en 92-93 et qui a perduré jusqu'en 99, donc ce régime révolutionnaire, jusqu'au coup d'État militaire, l'armée étant l'institution la plus solide de Napoléon Bonaparte. Voilà pour situer la terreur et les grandes dates de la Révolution. Merci beaucoup d'avoir expliqué ce qu'était la terreur. Et oui, 300 000 morts, c'est énorme. Rappelons qu'on n'était même pas à 30 millions d'habitants à cette époque. Et pour répondre à votre question, il y a 10 ans, j'étais au collège, puisqu'actuellement j'ai 23 ans. Et du coup, bah, vous y étiez presque. C'était plutôt il y a 7 ans environ, le lycée. Euh, Excusez-moi, je vois qu'il y a Thomas qui lève la main. Alors, je sais que normalement, c'est en seconde partie que je donne la parole aux auditeurs. Seulement, Thomas, c'est un adhérent du Parti de la France qui est passionné d'histoire et qui étudie dans le domaine. Justement, il fait de l'histoire avancée. Je me demandais s'il avait une remarque pertinente à faire. Thomas, je vous donne la parole. Je te remercie, mon cher Alexandre. Alors, simplement pour revenir sur les événements, parce que je suis adhérent en histoire et étudiant, notamment, pour la première licence qui vient de m'arriver, mon cher Scipion. Et je devais quand même revenir sur les événements que vous avez cités, notamment ceux de la Bastille, ceux des journées du 5 et 6 octobre 1789. Et je pense que c'est là que le cœur de la Révolution s'est joué, parce que juste après, on nous apprend qu'il y a une bataille de Valmy. Et si vous êtes historien, vous connaissez, vous savez où trouver les sources,
Lorsque vous essayez de les chercher pour savoir ce qui s'est vraiment passé pendant cette bataille, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Et moi, j'ai fait le travail pour essayer de savoir qui est-ce qui avait pouvoir, qui est-ce qui a pu payer justement tous ces soldats. Parce que prise de la Bastille, émeute du 6 et du 9 octobre 1992, jusqu'à la Terreur, normalement, il y aurait dû avoir des militaires avec des mousquetons, comme on l'a dit. Ils auraient été en armes. Qui les a payés pour empêcher justement que l'ordre se rétablisse, que le roi rétablisse son pouvoir? Et à mon avis, ça doit être un cousin du roi. Et c'est là que du coup j'interroge. Alors après, Yanis Morio, qui est précisément du coup plutôt orléaniste, devra me répondre, mais je pense que le duc d'Orléans n'y est pas un étranger dans cette histoire. Alors du coup, c'est simplement cette question-là que je voulais poser, mais en histoire, les traces se recoupent. Donc à toi la parole, mon cher ami. Yanis Morio, le duc d'Orléans a-t-il contribué dans la Révolution française? Alors, oui, petit point, parce qu'il parle d'orléanisme. Bon, parler d'orléanisme à l'époque, c'est anachronique, mais disons qu'il y a des princes de deux branches, et puis bon, beaucoup de gens se disent, ma foi, le premier arrivé à Reims aura gagné, mais on peut pas mêler les familles en elles-mêmes et les idéologies orléanistes développées au XIXe siècle, plus par Laffitte et compagnie, et la famille en elle-même. Pour le légitimisme, pareil. Il y a les familles, les branches de la même famille, et les doctrines. Mais pour la question, oui, il est fort probable, effectivement, que Philippe Égalité lui-même, au-delà de toute sa famille, et effectivement, on sait quand même qu'il a voté la mort de son cousin, qu'il avait une fortune colossale, il était même la plus grosse fortune de France. Hein, il possédait énormément de biens forestiers, de biens immobiliers, et il a toujours agi d'une manière où il visait vraiment une monarchie à la britannique, donc vraiment avec des influences philosophiques et politiques qui étaient totalement différentes de la monarchie traditionnelle. Et oui, il est fort possible, il faudrait creuser cette idée qu'il ait contribué financièrement à armer ces militaires-là. Quand on sait ce qu'il a fait dans son politiquement en tant que parlementaire, ce n'est pas surprenant. Lui il voulait la place, il était prêt à se vendre. Je ne pense même pas qu'il était convaincu des idéaux révolutionnaires, quoiqu'il avait quand même été élevé dans cette optique philosophique. Mais c'était surtout un arriviste et un homme, voilà, de petite vertu au sens politique et moral. Mais effectivement, oui, il est tout à fait plausible qu'il ait pesé de tout son poids pour ça. Tout à fait plausible. Retournons directement sur... on en reparlera plus tard, évidemment. Il y aura la seconde partie qui sera faite pour. Reprenons le cours de l'émission. Thibaut de Chassey, Joseph de Maistre considère que la Révolution française est un crime contre l'ordre naturel. Qu'en pensez-vous? Oui, dans le sens où, évidemment, je suis d'accord. Dans le sens où déjà, la Révolution française, ses intellectuels, ses chefs, etc., remettent en cause la notion d'ordre naturel et de loi naturelle indépendante de l'homme et de sa volonté propre. C'est-à-dire que il existe une loi naturelle commune à tous les hommes parce qu'elle dépend de la nature humaine. On ne la choisit pas, cette loi, comme on ne choisit pas notre nature. Et soit on la reconnaît, soit on la nie, soit on la reconnaît et on n'arrive pas à s'y soumettre, mais ça c'est encore autre chose. Mais les révolutionnaires nient cette notion même de loi naturelle, universelle, parce qu'on ne la choisit pas et ça leur est insupportable dans leur optique de libéralisme, voilà, à vrai dire. Bon, et pour en revenir à la terreur, justement, dans la pratique, la cruauté qui a été mise en œuvre par la Révolution française, évidemment, ne peut que prendre le nom de crime contre l'ordre naturel, contre la morale la plus élémentaire, à vrai dire. Ça devrait faire horreur à tout homme de bon sens, et c'est pour cela que, c'est assez peu connu, évidemment, l'instruction, l'éducation
dite nationale ne s'attarde pas tellement là-dessus. Il faut bien prendre conscience que c'est que cette terreur qu'ont déjà évoqué mes compagnons de ce soir, non seulement par la quantité de Français massacrés, parfois pour rien, mais aussi par la façon dont ils ont été massacrés, avec des raffinements de cruauté. Donc quand aujourd'hui les super républicains nous donnent des leçons de morale, c'est à vrai dire assez risible. Il faudrait leur rappeler d'où vient leur système, leur idéologie, où ils prennent leur référence avec cette Révolution française. On parle de terreur, mais on oublie aussi que le mot terrorisme vient de là. C'est la Révolution française, c'est la République française qui a inventé et appliqué, la première, le terrorisme. Mot que aujourd'hui beaucoup de politiciens ont à la bouche, parfois pour pas grand-chose. Il faudrait leur rappeler d'où vient cette notion, qui l'a appliquée. On attend encore la repentance de tout ce personnel politique. Et d'ailleurs, ce n'est pas que la Première République qui est en cause, même si évidemment elle a fait très fort. Mais sur les 5 républiques que nous avons connues, il y en a 4 qui sont nées par la force. Donc la première, on l'a vu un petit peu, 1848 aussi, c'est une révolution sanglante. La 1946, le retour de la République et la naissance de la 4e République, c'est tout cela aussi, c'est dans une révolution sanglante, dans un massacre, avec la révolution de 1944. 1958, c'est un putsch qui se conclura par une escroquerie et puis des centaines de milliers de morts. Voilà, donc quand on envisage la terreur, il faut bien dire que l'État islamique, à vrai dire, n'a pas inventé grand-chose. Voilà, évidemment, on a bien raison de mettre la lumière sur la cruauté de cette organisation et des djihadistes en général et leur inhumanité, mais malheureusement, ce ne sont pas les premiers. Une citation d'ailleurs, à mon avis, qu'il est bon de remettre sous le nez régulièrement des gens, une excellente citation de l'historien Pierre Chonu, qui rappelle ce qu'est la Révolution française et qui, par contre-coup, casse un peu le mythe révolutionnaire concernant l'Ancien Régime et en particulier l'Inquisition. Donc je le cite, « La Révolution française a fait plus de morts en un mois au nom de l'athéisme que l'Inquisition au nom de Dieu pendant tout le Moyen-Âge et dans toute l'Europe. » Et en parlant de cruauté de la terreur, donc des républicains, des révolutionnaires, il faut bien préciser que personne n'est épargné, ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. Un des exemples les plus connus, les plus tragiques, c'est le massacre des Lucs sur Boulogne, petit village où en mars 94, on a massacré, ça c'est documenté, c'est indiscutable, on a massacré 110 enfants. Dont des tout petits, on les a mis à mort, parce qu'ils étaient considérés en tant que mauvais citoyens, en tant que rebelles à cette Révolution française, ils étaient considérés comme des non-humains. Et ça aussi, c'est une nouveauté de la Révolution française, la déshumanisation de ceux qui n'adhèrent pas à la nouvelle idéologie. On pourrait évoquer aussi, c'est très peu connu, mais c'est quand même, c'est tout de même extraordinaire, les tanneries de peau humaine. Ça, c'est un bon exemple de la sauvagerie à laquelle a abouti cette Révolution française. Les tanneries de peau humaine, il y a eu plusieurs lieux en France où l'on tannait la peau des mauvais citoyens, entre guillemets, voilà, pour en faire des vêtements très prisés, y compris par des chefs importants de la jeune République. Voilà. Et il y a eu aussi des massacres pour des motifs tout à fait dérisoires. Par exemple, le 28 mai 1794, donc vers la fin de la Terreur, il y a tout un village qui était rasé, au pied du mont Ventoux, c'est le village de Bédouin, 66 habitants passés par les armes, le village incendié et rasé. Et pour quel motif? Eh bien simplement parce que quelques semaines plus tôt, l'arbre de la liberté avait été arraché, voilà, par quelqu'un, un peu taquin, nuitamment. Et voyez ce que ça donne. Voilà, donc vraiment les leçons de morale de la part des super républicains. Il faut dire aujourd'hui que le personnel politique se réclame évidemment de cette mouvance, de cette idéologie à 99%. Les leçons de morale sont malvenues. Merci beaucoup Thibaut de Chassel pour toutes ces précisions et retenons bien effectivement la citation de l'historien Monsieur Chenu qui est très importante parce que ça donnera un argument à répondre si jamais l'un de vous, auditeurs, débattez avec un républicain qui vous parle de l'Inquisition pendant le Moyen-Âge. Yanis Morio, Scipion de Salm en a parlé tout à l'heure,
Mais j'aimerais vous poser directement la question à vous. En quoi la Révolution française a pu impacter l'Église catholique et son influence? Le gros problème, qui est même sans doute ce qui a le plus motivé la Vendée, il y avait la question du roi, bien sûr, mais ils étaient assez éloignés des questions purement politiques, c'est surtout cette question de constitution civile du clergé, avec des prêtres jureurs qui juraient sur la Constitution, enfin, on est très loin des évangiles avec tout ça, et donc c'est constitué ce clergé officiel d'une église officielle, jurant fidélité au régime, et les prêtres vraiment les plus pieux, les plus attachés à leur sacerdoce se sont dit non, ça ce n'est pas possible, et c'est ce qu'on a appelé les prêtres réfractaires. Ils étaient réfractaires à ce serment. Et c'est ceux-là que les gens, enfin, que les catholiques les plus authentiques, quoi, les vrais catholiques, hein, les autres d'ailleurs avaient été considérés comme hérétiques par le pape, qui recommandait de ne pas reconnaître ce clergé jureur. Donc ça a été vraiment c'est même ce que disent certains républicains, mais conscients des événements, même si leur idéologie est néfaste, ils ont quand même compris quels étaient les événements en eux-mêmes, qui se sont dit c'est peut-être là que la République s'est perdue, et enfin, l'idée de République, avant même déjà l'idée donc, de monarchie parlementaire, enfin celle de la Révolution, mais l'idée vraiment de la Révolution s'est perdue et n'a pas touché les couches paysannes qui à ce moment-là étaient encore très pieuses. Le catholicisme était foisonnant dans les campagnes, on priait son chapelet, on allait à la messe, on récitait l'Angélus, donc les paysans qui représentaient quand même la majeure partie de la population à cette époque ne pouvaient pas tolérer qu'on ait une espèce de clergé bizarre qui avait juré sur une constitution qui n'était pas un texte chrétien, qu'en plus le pape condamnait. Enfin, c'est ce qui vraiment les a ulcérés. D'ailleurs, c'est ce qui a formé plus tard donc le Saint Curé d'Ars, ce qui a formé sa vocation, c'est qu'en tout petit, donc dans son village natal, ses parents avaient reçu dans leur grange une messe d'un prêtre réfractaire qui était obligé de se cacher, et qui était persécuté, et qui a célébré la messe dans la grange secrètement, et qui était un saint homme, qui a du coup a forgé la vocation du Saint Curé d'Ars. Et c'est ces prêtres-là qui étaient les derniers tenants de la vraie église, du vrai sacerdoce en France, quand les autres, on voit Talleyrand, bon, lui, c'était pas une vocation voulue. À la base, il était censé rentrer dans l'armée. Bon, il avait un pied beau, ce qui fait qu'il n'était pas bon au combat. Il a eu le sacerdoce, il n'a jamais vraiment célébré la messe, ce qui fait, comme j'expliquais tout à l'heure avant le début de l'émission, quand il y a eu la messe, donc sacrilège, de la fête de la Fédération, où il a dû célébrer, donc il était à côté de Lafayette, et avant de monter à l'hôtel, il lui dit « Par pitié, ne me faites pas rire », parce qu'il n'avait pas du tout l'habitude. Il s'était retrouvé propulsé avec d'Autun, comme ça, sans jamais avoir, sans rien y connaître des choses de la foi. Enfin, ce qu'on y connaissait de l'époque, c'est-à-dire infiniment plus qu'aujourd'hui. On avait quand même une culture chrétienne, mais c'était pas des vocations. Donc c'était le problème, voilà, de ce clergé, en plus très libéral, très acquis à ces idées, qui fait que les Vendéens, les Chouans, eux, n'ont pas pu suivre ça. C'était tout catholique convaincu ne peut pas suivre ça. Le problème se pose aujourd'hui dans certains cas, notamment en Chine, où il y a un clergé authentique, avec le cardinal Zen, et un clergé, en plus le Vatican, scandaleusement, a passé des accords. Tant quand on voit qui est à la tête du Vatican, on n'est pas surpris. Donc on voit ce clergé officiel, reconnu par la République populaire de Chine, communiste, qui est exactement dans la même situation que les prêtres jureurs de l'époque. C'est un faux clergé qui garde les apparences du clergé, mais qui n'a rien de catholique. Merci beaucoup pour votre réponse, Yanis Morio. Ce qui m'a inspiré ma question à vous poser, c'était justement parce que vous avez parlé de Talleyrand
et Talleyrand qui avait été, qui a un peu tout fait, qui a un peu tout fait et qui était évidemment membre du clergé au moment de la Révolution française. Scipion de Salm, je me souviens qu'à l'époque, on m'expliquait quand j'étais à l'école que le roi et la reine s'empiffraient, exploitaient le royaume, et que c'étaient les gentils révolutionnaires qui ont apporté justice et égalité dans ce pays cruel. Je caricature à peine, c'était bien le message qu'il fallait retenir de l'école. Cette vision des choses n'est-elle pas exacte d'une part? Je connais votre réponse là-dessus parce que vous y avez répondu, mais de l'autre, pourquoi l'école républicaine s'efforce à tant de propagande idéologique? Non, eh bien, la propagande, en fait, c'est diffuser le message que les élites veulent imposer au peuple, hein. C'est fondamentalement ça. Et on s'en rend compte tous les jours. Il y a eu l'exemple assommant de la Covid. On peut dire que ça n'a rien à voir avec le sujet, mais enfin là, on a eu une propagande vraiment terrible pour tous les âges et ça a marché chez les plus de 50. Hein. Bon. Donc, tout ça pour dire que la Révolution a cherché à imposer son message aux enfants. Ils ont écrit des catéchismes républicains. Ils ont tenté une réforme de l'école, ils ont tenté d'imposer donc une nouvelle éducation. Alors c'est resté qu'au niveau des projets, puisque la Révolution a tout désorganisé, y compris l'éducation, y compris les hôpitaux. Mais enfin, ils avaient beaucoup de projets et ces projets ont été mis en œuvre sous les républiques suivantes, hein, notamment la Troisième République. Quand on dit Jules Ferry invente entre guillemets l'école dans les années 1880, c'est pas vrai du tout. Tous les villages de France avaient déjà leur école de garçons et leur école de filles, et Jules Ferry impose l'enseignement républicain dans les années 1880, c'est-à-dire notamment laïque, où on exclut, comme l'a rappelé Yanis, toute perspective religieuse en général et catholique en particulier. Par parenthèse, le clergé et beaucoup de fidèles étaient très divisés hein, sur la constitution civile du clergé. Même si les campagnes de l'Ouest ont été exemplaires, et certaines du Midi, ça n'a pas été le cas vraiment partout, puisque c'était la première phase de la Révolution, celle qui prétendait faire une Église nationale, c'était pas encore la deuxième, qui est la Terreur, qui est clairement antichrétienne. Donc fin de la parenthèse, donc tout ça pour dire que on matraque en effet que la Révolution aurait libéré l'homme de ses oppressions, avec deux types d'oppressions, donc le roi, la famille royale et les nobles. Alors pourquoi ça? Pour justifier la prise du pouvoir par les bourgeois, ils ne l'auraient pas confisqué à leur profit, ils auraient, entre guillemets, libéré le peuple. Et après, il s'agit de noircir absolument l'image d'un roi qui était quelqu'un de bon, de généreux, de soucieux du bien du peuple. Hein. Donc Louis XVI était un homme privé excellent, comme monarque il était trop mou, mais enfin comme homme privé il était excellent. Même chose, Marie-Antoinette était une bonne mère de famille, une femme soucieuse autant qu'elle le pouvait avec les moyens de l'époque, hein, de la pauvreté, notamment des familles pauvres. Hein. Elle essayait de doter les jeunes filles malheureuses et honnêtes, hein, comme on disait à l'époque. Hein. Donc, c'était des souverains exemplaires, au moins dans leur vie privée, et ils ont été salis, absolument calomniés, dès l'époque révolutionnaire jusqu'à nos jours. Donc, il y avait notamment l'explosion de la pornographie. C'est dans les années 1770, c'est l'explosion des gravures cochonnes, pour dire les choses simplement, et Marie-Antoinette y figurait. Donc c'est vraiment des abominations qui ont souillé la famille royale. C'est la légende que de Marie-Antoinette aurait eu des enfants, mais avec ses amants, pas avec Louis XVI, hein, ce qui est totalement faux, et ce qui vise à décrédibiliser complètement la famille royale. Et les gens qui se sentent les héritiers de 1789, hein, c'est absolument sacré pour eux, tiennent à répéter sans fin les mensonges de leurs ancêtres. Donc renverser une monarchie bienveillante, surtout pour arriver à la terreur, c'est pas défendable du point de vue moral
du point de vue de la logique historique. Donc ils essayent à tout prix de présenter ce qui a été un échec sanglant et une catastrophe économique, au passage, qui explique notre retard par rapport à l'Angleterre sur la révolution industrielle. Ils présentent tout ça comme une marche de l'homme vers l'émancipation, vers le progrès, comme ils disent. Et tout ça, c'est des mots creux. Donc l'héritier typique, c'est Macron avec son célèbre Pensée printemps, pour ceux qui veulent retrouver la vidéo. Donc on se dit, c'est un délire idéologique qui ne veut strictement rien dire, mais c'est tout à fait l'esprit révolutionnaire. Et du jour au lendemain, ils peuvent devenir méchants. Quand on pense qu'ils sont inoffensifs avec leurs sottises, attention. Donc en 1789, on proclame l'amour de l'humanité et en même temps, on massacre le gouverneur de la Bastille ou les opposants réels ou supposés à la révolution. Merci beaucoup, Scipion de Salme, pour votre réponse. Thibaut Chasset, d'ailleurs, je vois qu'il y a un de nos auditeurs qui s'appelle Napoléon Bonaparte, la question porte sur lui. Thibaut Chasset, la Révolution française a permis finalement l'arrivée au pouvoir de Napoléon. Napoléon Bonaparte a, selon vous, respecté la philosophie de la Révolution française? Oui, je dois dire que oui, pour l'essentiel, il a mis fin aux excès les plus visibles, les plus sanglants, etc. Il a ramené un certain ordre en France, d'où l'affection qu'ont pu éprouver pour lui beaucoup de Français qui étaient anti-révolutionnaires jusque-là. Mais Napoléon lui-même, qui avait été un défenseur vigoureux de la Révolution française, qui avait tué un certain nombre d'opposants royalistes, Napoléon était imprégné des idées nouvelles et il a, en quelque sorte, institutionnalisé la Révolution en France, en particulier avec son code civil. Et puis il a exporté aussi malheureusement cette révolution, ces idées nouvelles en Europe. Voilà. Donc je ne suis que très modérément bonapartiste pour ma part. Merci de votre réponse. On comprend tout à fait et on respecte bien sûr vos opinions, c'est normal. C'est pour cela d'ailleurs qu'on vous pose la question pour une question de franchise. On veut votre réponse de manière franche, pardon. Yanis Morio, on nous explique que la Révolution française est un mouvement populaire. L'aristocratie n'a pas eu de rôle à jouer dans la Révolution. Cela fait un petit peu écho d'ailleurs à ce qu'on disait sur le Comte de Paris. Alors ça, c'est aussi un mythe surtout établi sous la Troisième République, où on nous disait les masses populaires qui se seraient révoltées contre... Alors on a tous les mythes dans les villages, alors un truc assez classique, le seigneur du coin qui forçait les paysans à taper sur la lagune, enfin sur la mare pour faire taire les grenouilles. Je l'avais vu dans ma campagne natale, on entendait ça, on avait des instituteurs qui nous soutenaient ça, mordicus. Tous ces mythes habituels le droit de cuissage qui n'a jamais existé, qui d'ailleurs était inconcevable d'un point de vue juridique, parce qu'on nous dit souvent que c'était un droit établi, c'était presque une loi, enfin, c'était inconcevable dans une société chrétienne que l'adultère soit établi comme droit. Ça, c'est inimaginable, enfin, il suffit de connaître un peu et le droit et la pensée chrétienne pour voir que ça ne tient pas debout du tout. Et nous avons fait tous cette sorte de mythe. Alors, effectivement, il y a eu une partie, donc la populace, sans mépris pour eux, mais c'était des gens qui étaient manipulés, donc notamment les femmes qui venaient réclamer du pain à Versailles, qui à ce moment-là s'imaginaient pas qu'il allait avoir et la terreur et la constitution civile du clergé, enfin elles étaient loin de tout ça. Et il y a quand même eu quelques personnes fanatisées. Ça, on peut fanatiser n'importe qui avec n'importe quelle idée. On le voit aujourd'hui avec l'islamisme, on l'a vu avec le communisme. Enfin, c'est facile de vendre du rêve à quelqu'un avec quelques idées simples qu'on lui explique et puis on en fait un guerrier convaincu. Mais les premiers révolutionnaires, on le voit notamment avec les États généraux, qui à l'époque étaient composés des 3 ordres. Alors on entend parfois des classes. Ça, c'est un terme marxiste, c'est totalement anachronique, c'est absolument agaçant. Donc il y avait les 3 ordres, noblesse, enfin clergé d'abord, noblesse et tiers-état. Et on nous dit souvent, le tiers-état, c'est le peuple. Alors il suffit de voir, alors la liste, elle est très simple, pour quelqu'un qui veut même pas faire spécialement d'efforts de recherche, elle est même sur Wikipédia, la liste des membres des États généraux de 1789. Donc on les voit tous, et on voit un peu qui ils sont.
Alors, il n'y a pas de petits paysans, il n'y a pas de petits boulangers, il n'y a pas de petits, c'est essentiellement de la bourgeoisie. C'est le tiers état, puisqu'ils sont ni membres du clergé, ni nobles, mais c'est de la bourgeoisie. Ce ne sont pas, voilà, on peut pas parler vraiment de classe populaire, comme le diraient les marxistes. Alors, il y a des petits bourgeois, hein, c'est pas tous des grands bourgeois qui investissent dans le commerce aux Indes, non, c'est quand même pas ça, mais c'est de la bourgeoisie. C'est des gens qui déjà auraient aimé être nobles pour la plupart, qui ne le peuvent pas, donc qui sont assez frustrés. Il y a ça qui est à prendre en compte. Et il y a aussi, donc, quand on voit qui ils sont, il y a beaucoup de gens qui viennent de la finance, il y a du commerce, mais ne sont pas du tout représentés la majeure partie de la population, qui étaient des petits paysans, qui étaient des petits laboureurs, des éleveurs, des gens qui avaient des céréales ou des petits tâcherons dans des vignes. Ça n'était pas du tout représenté aux États généraux. Il n'y a pas non plus de petits ouvriers, alors pas ouvriers au sens où on entend la révolution industrielle, mais de gens qui travaillent dans des fabriques ou d'artisans qu'on pouvait trouver dans les villes, ils n'étaient pas du tout représentés eux non plus. Donc ce mythe, alors effectivement, on nous sort, comme je disais tout à l'heure, les femmes qui allaient réclamer du pain, mais c'est pas elles qui ont fait la révolution. Les premiers, donc dans les grands noms qu'on cite de la première révolution, avant la Terreur, bon, il y avait Monsieur de Lafayette. Bon, c'est une grande famille auvergnate. C'était marquis, c'est quand même pas rien, c'est juste en dessous de duc. C'est faux de dire que c'est une révolution populaire. D'ailleurs, la plupart des révolutions, même postérieures, n'avaient rien de populaire. C'est toujours une petite élite qui pense, qui réfléchit à des idées, bon, qui s'avèrent nauséabondes, hein, du moins de notre point de vue, mais ce qui est le cas quand on voit les fruits, on juge l'arbre à ses fruits. Ça n'a rien de populaire. Ça, c'est vraiment le mythe du paysan affamé. Alors, effectivement, il y a eu des disettes, mais est-ce qu'on peut imputer au roi et même à la noblesse des problèmes frumentaires? Le grand hiver de 1693-1694, Louis XIV n'y est pour rien. Bon, il y a eu des contingences météorologiques et non pas climatiques, parce que aujourd'hui, voilà, c'est un nouveau mythe, le climat. Bon, là, c'était un hiver en particulier. Bon, voilà, ce n'est pas. On ne parlait pas encore de réchauffement climatique, même de changement. Mais voilà, il y a eu aussi les problèmes liés à l'explosion d'un volcan en Islande qui avait mis une traînée de fumée, qui a un peu modifié la météorologie. Bon, voilà, le roi n'y est pour rien, ça c'est évident. Mais ce mythe vraiment créé sous la Troisième, déjà un petit peu avant, mais qu'on a vraiment martelé dans les têtes avec les hussards noirs de la République, c'est un mythe complètement démontable. Ça n'a rien de... C'est faux de A à Z. Merci beaucoup Yanis d'avoir répondu à ce mythe. Scipion de Salm ainsi que Thibaut de Chasset, j'aimerais aussi avoir votre réponse là-dessus. Ce qu'on appelle les sans-culottes, ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on appellerait plus communément des racailles ou des psychopathes? Non, au contraire, hein, c'était souvent de la petite ou de la moyenne bourgeoisie, c'était des gens à métier, hein, des artisans, mais des artisans qualifiés, ayant leur propre entreprise, hein, notamment des cordonniers qui étaient réputés pour être de fervents sans-culottes. Et le terme vient du fait qu'ils ont remplacé la culotte avec les bas de soie en dessous, qui était l'habit typique des élégants aristocrates des années 1780, par le pantalon. Attention, alors je ne sais pas s'il y a peut-être des fervents royalistes parmi nous qui ne porteront plus de pantalon et ne mettront que des culottes, hein, mais le pantalon, ça s'est imposé à la Révolution française. Donc je dirais pas que c'était la racaille, et ils n'avaient même pas l'excuse justement hein, d'être des malheureux, peu éduqués, manipulables et qui pillaient pour vivre. Pas du tout. Donc c'était vraiment la force de choc de la Révolution dans Paris et les grandes villes, et ils ont eu un rôle décisif dans Paris, notamment au printemps 1793. Hein, dans les luttes entre les Girondins, c'est-à-dire les républicains relativement modérés, si l'on ose dire, et les montagnards, et les sans-culottes ont envahi l'Assemblée pour s'emparer des Girondins et les mener, via les tribunaux révolutionnaires, à la guillotine.
Donc les sans-culottes, c'est ce qu'on s'en rapproche le plus, c'est des formes de, comment dirais-je, d'agitateurs politiques, de partisans de la Révolution et de partisans tolérés et souhaités. Alors, après la terreur, à l'automne 94-95, il y a eu des luttes complexes et ils ont été marginalisés, mais de 89 au moment où ils apparaissent jusqu'en 94, ils sont le moteur essentiel de la révolution. Ils cultivent exprès un style populaire et grossier, et ils veulent faire peuple. Hein, c'est une attitude désinvolte et d'un coup douteux. Mais attention, hein, les sans-culottes, c'est pas du tout les pauvres. Alors après, ils peuvent forcer des pauvres dépendants à les suivre. Par exemple, leurs ouvriers. Un petit patron peut forcer ses ouvriers à les suivre. Je dis forcer, sinon ils se retrouvent chômeurs. Donc c'est le genre de choses qui arrivent. Donc les sans-culottes ont été très étudiés, y compris par des historiens partisans de la Révolution française dans les années 70-80 du XXe siècle, et ils ont été très étonnés de trouver que c'était presque tous des bourgeois. Alors attention, petite différence que je peux avoir avec Yanis, même si je suis tout sauf marxiste, le schéma en classe sociale est en partie pas complètement faux. Hein. Classe nobiliaire, classe bourgeoise, classe populaire, ça me semble avoir un sens, hein, avec toutes les réserves qu'on peut avoir et en sortant de l'idéologie marxiste-léniniste évidemment. Donc c'est, comme je dirais, la classe bourgeoise moyenne et inférieure, et donc tout sauf des éléments populaires, et attention, hein, donc des gens grossiers, violents et vraiment dangereux. Merci Scipio de Selme d'avoir fait la précision sur ce qu'étaient les sans-culottes. Je ne sais pas si Thibaut de Chassey, vous aviez quelque chose à rajouter sur ce qu'a dit Scipion. Non, sur cette notion de sans-culotte en particulier, donc je crois que le petit tour de notre ami Scipion est assez complet. Je n'ai rien à ajouter sur cette question. Parfait, dans ce cas, je vais vous poser une autre question. Thibaut de Chassey, on entend souvent dans les médias, sur les réseaux sociaux ou dans la rue, qu'Emmanuel Macron a plus de pouvoir que Louis XIV et qu'on serait dans une monarchie présidentielle. Qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est vrai? Bon, c'est une question un peu complexe. En tout cas, il faut d'abord rappeler que la monarchie, même à la veille de la Révolution française, donc après une centralisation progressive au fil des siècles, n'est pas du tout le pouvoir absolu, la dictature que on peut nous présenter. Il y avait tout un tas de contre-pouvoirs dans la société française qui étaient organisés comme un corps, comme un tout organique. Et le roi ne faisait pas tout ce qu'il voulait, donc pour des raisons concrètes de contre-pouvoir, en particulier des parlements. Et puis il était aussi, à la différence d'aujourd'hui, soumis à une morale, comme je disais tout à l'heure, qui le dépassait lui aussi. Il y avait quelqu'un au-dessus de lui. Il y avait une morale au-dessus de lui, la morale naturelle et morale religieuse. La morale naturelle étant effectivement enseignée par l'Église, elle aussi. Il avait Dieu au-dessus de lui, donc à qui il devait rendre compte. Il était, selon la conception classique catholique, le lieutenant de Jésus-Christ pour la France. Donc il avait des limites morales et puis des limites concrètes à son pouvoir. Voilà. Il est dit lui-même, enfin dans son testament, très beau d'ailleurs et très éloquent. Je vous invite à le lire, chers auditeurs, hein, si vous n'avez pas déjà fait, ou à le relire. Montre quel souci il a de sa charge devant Dieu. Voilà, ce n'est pas un pouvoir qui lui appartient en son nom propre. Donc pour Emmanuel Macron, et puis les gens de son acabit que l'on subit depuis maintenant longtemps, il n'y a plus ces limites. L'idéologie au pouvoir ne craint pas les contradictions, ne craint pas les incohérences. On parle beaucoup des lettres de cachet, on en fait évidemment beaucoup trop, mais aujourd'hui, la justice en particulier fait montre régulièrement d'un manque d'équité totale, avec la façon dont elle condamne en particulier des patriotes pour des délits d'opinion, hein, des peines délirantes au regard de ce qu'elle accorde, au racaille en particulier. C'est absolument révoltant pour toute personne de bon sens. Et puis, un autre exemple qui me vient en tête, ce sont les dissolutions arbitraires
de mouvements, d'organisations politiques, patriotes. Alors ça, c'est pas nouveau. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu, ça dépend. Il y a eu des périodes, mais ces dernières années, on en a vu plusieurs. Donc ça, c'est l'arbitraire le plus total. La justice ne réagit pas, elle entérine tout ça, et on se retrouve vraiment là devant voilà, un pouvoir tout puissant et totalement arbitraire, infondé, avec des conséquences politiques graves qui contredisent évidemment l'idéologie officielle de liberté politique. Merci beaucoup, Monsieur de Chasset, pour votre réponse. Effectivement, la question était un petit peu complexe, mais étant donné que c'est quelque chose qu'on entend un peu partout, ça m'avait inspiré cela. Et j'aimerais vous directement enchaîner sur Yanis Morio. Yanis Morio, la restauration de 1814 peut-elle être interprétée comme un échec des valeurs et des symboles républicains? Alors celle de 1814, qui ensuite a connu les 100 jours, donc surtout celle après de 1815, quand elle a été vraiment définitive, enfin définitive. On voit que non, puisqu'aujourd'hui elle n'est plus. Mais c'est effectivement la défaite des idéaux républicains, puisqu'après, il y a eu l'Empire. Entre-temps, Napoléon a été chassé du pouvoir. La logique même pour la majeure partie de la population, c'était de revenir au roi. Et Louis XVIII était attendu, c'était normal, à part vraiment quelques personnes vraiment républicains convaincus, mais pour la population française, Napoléon n'est plus, on renoue avec l'histoire, Louis XVIII revient de son exil à Gand, puisqu'entre-temps, Louis XVII est mort tout jeune, il n'a jamais régné effectivement, alors il a régné de jure, non pas de facto, puisque quand Louis XVI est mort, donc on était déjà sous la République, mais au moment où Marie-Antoinette, à la prison du Temple, a appris la mort de son mari, donc tout de suite, le roi est mort, vive le roi, elle s'est agenouillée devant son fils, qui était devenu Louis XVII. Ça n'avait pas de valeur légale pour la République, mais voilà, quand on est royaliste, ce qui est mon cas, on pense que effectivement le roi est mort, vive le roi, donc peu importe les contingences politiques, voilà, il est le roi. Le mort saisit le vif, comme on disait à l'époque. Et donc lui n'a jamais pu régner de facto. Il est mort très jeune, malgré toutes les théories un peu étranges de survivance. Et donc c'est son oncle, Louis XVIII, qui était comte de Provence, qui était parti en exil, qui fut un temps été dans l'actuelle Lettonie, et ensuite à Gand, en Belgique, et dans l'actuelle Belgique, c'est encore la Belgique, et qui ensuite est revenu au pouvoir. Donc tout le long de son règne, il a été assez modéré. D'ailleurs, il ne s'est pas fait sacrer. On dit historiquement que c'est à cause de son handicap physique qui fait qu'il n'aurait pas pu faire toute la cérémonie, avec notamment la partie où il faut se mettre au sol, comme un prêtre au moment de son ordination. Mais il y a aussi le fait qu'il ne voulait pas tout de suite froisser et les bonapartistes et les républicains et les royalistes modérés qui voulaient aller vers une monarchie, proto-monarchie de Juillet. Mais donc il a fait il a quand même maintenu des choses. Il a supprimé le divorce qui avait été mis sous la Révolution française, qui est ensuite revenu beaucoup plus tard avec la loi Naquet. Mais il a quand même, malgré tout, malgré qu'il était un roi assez faible et assez timoré, qui était prêt à donner des gages à tout le monde pour essayer de maintenir, on peut pas lui reprocher, c'était une période très compliquée, il a quand même maintenu certaines choses. Et ensuite, c'est donc son frère, parce que lui n'a pas eu d'enfant, donc Charles X, qui est revenu, qui est donc devenu le roi, qui lui a refait le sacre, le tout dernier sacre, j'espère pas l'ultime, il y en aura peut-être un, donc pour l'heure, le dernier sacre qu'on ait eu, et qui a remis vraiment, qui était avec des royalistes convaincus, ceux qu'on appelait les ultras à l'époque, et qui voulait vraiment revenir. Alors il a fait ce qu'il a pu aussi, mais le temps était déjà passé, il y avait eu une opposition politique grandissante, il n'a pas pu arriver à tout mettre en œuvre, mais il a en tout cas fait ce qu'il a pu. Et moi, j'ai une grande sympathie pour Charles X, qui est assez décrié par beaucoup de gens, qui était vraiment
le dernier, quoi. Après, ça ne comptait plus. Merci Yanis Morio. Scipion de Salm, on nous explique que la révolution, c'est l'apport de la lumière, l'élévation de la science contre la religion. Or, qui est le père de la physique? Lavoisier. Et Lavoisier s'est fait guillotiner par les révolutionnaires. La conservation d'ailleurs du patrimoine historique aussi a été entachée. Les exemples sont malheureusement innombrables. Je pense notamment aux tombeaux de la basilique Saint-Rémy à Reims qui ont été bafoués en 1793. Scipion de Salm, la Révolution française, ce qu'on nous vend comme le démarrage de tout, ne serait pas au contraire la destruction euphorique de tout. Je pense que, en tant qu'historien, c'est-à-dire en tant qu'être humain sensible, je suis révulsé par la Révolution et point final, et je remercie Napoléon Bonaparte d'avoir mis de l'ordre en France. Mais sinon, en tant qu'historien, c'est plus nuancé. D'un côté, il y a eu en effet Lavoisier guillotiné, parce qu'ancien fermier général, donc banquier de l'Ancien Régime et ancien noble. Hein. Mais enfin, il était guillotiné, alors que c'était le plus grand savant du temps. Donc il y a eu des crimes, y compris contre les savants. D'un autre côté, ils ont fondé le Muséum d'histoire naturelle et favorisé dans une certaine mesure l'enseignement scientifique au niveau universitaire et révolutionnaire. Donc tout n'est pas 100% négatif dans le domaine des sciences et ils ont fait des expériences notamment dans le domaine de l'armement, pour être très précis. Maintenant, en effet, il y a eu un saccage et un pillage, notamment de tout ce qui était les amateurs de sciences. Les amateurs de sciences privés, souvent nobles, ont vu leur cabinet complètement pillé. Donc il y a eu du saccage, du vandalisme pour les appareils scientifiques et en effet du vandalisme du patrimoine. D'ailleurs, le terme est inventé par un révolutionnaire lui-même, hein, l'abbé Grégoire, devenu évêque constitutionnel de l'Église donc gallicane, a inventé le terme vandalisme, hein, d'après les Vandales qui auraient saccagé les villes à la fin de l'Empire romain. Justement, on a été obligé d'inventer le terme. C'est un peu comme le populicide pour la Vendée. On a inventé le vandalisme pour dire que l'on saccage le patrimoine. Donc, c'était pas pourtant totalement sans précédent, notamment quand ils ont rasé les églises désaffectées. Il y a eu un premier précédent au temps des guerres de religion, hein, où les protestants avaient tendance à saccager les églises catholiques. Mais bon, donc là, ça a été à plus grande échelle. Hein, donc on a abattu les statues, ce qui fait que dans nos cathédrales, la plupart des statues sont des copies du XIXe siècle. Les statues authentiques ont souvent été détruites à la Révolution. Et c'est l'idée de bâtir une société nouvelle en détruisant la société ancienne. Hein. L'idée d'un renouveau complet, de nouvelles bases, et l'idée que demain ce sera mieux, mais en inventant de nouvelles choses. Donc c'est des idées typiquement maçonniques à la base, hein, de la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, et qui sont toujours triomphantes dans nos élites d'aujourd'hui. Hein. Donc il n'y a qu'à voir toute la gauche culturelle, hein, qui s'étend maintenant jusqu'au RN inclus, hélas, qui chante le progrès de l'humanité, de la science, et s'attend vers des semi-dictatures au mieux, très peu inspiré. Et puis il n'y a qu'à voir Macron, c'est vraiment le champion hein, là-dessus, puisqu'il faut toujours du renouveau. Alors je crois que c'est un de ces mouvements, sinon lui-même, qui était censé s'appeler... non, c'est leurs députés aux élections européennes. Hein. C'était Renew Europe, hein, pour dire donc en anglais, donc le renouvellement de l'Europe. Donc l'idée de nouveau, de renouveau, de renouvellement, de raser le passé pour rebâtir quelque chose de nouveau. Donc en général, ils rasent hélas très bien. Et pour ce qui a été bâti après, c'est souvent très décevant, voire inexistant. Et donc la Révolution française, il faut le dire à un moment ou à un autre, même si je crois qu'on l'a déjà dit, ça a aussi engendré ce monstre qu'est le socialisme et sa branche communiste. Hein. Donc l'état final de la Révolution française exporté dans le monde, c'est l'URSS ou c'est la Chine de Mao, le Cambodge de Pol Pot, et c'est l'imitation des horreurs de la Révolution française. Hein. Donc sous prétexte de progrès du genre humain, c'est vraiment une abomination sanglante. Et en pratique, pour répondre à la question, la science et la technologie
dans cette ambiance terrible, n'ont pas vraiment progressé au final durant la Révolution. Merci Scipion, tout à fait. Et puis même le système métrique a été instauré à la Révolution française. Le système métrique qui n'est pas nécessairement préférable, de ce que j'ai compris selon certains mathématiciens, euh, sur la comparaison système décimal, système décimal. Dernière question pour Thibaut de Chasset. Thibaut de Chasset, pendant, comment on appelle ça déjà, les Gilets jaunes, pendant les Gilets jaunes, il y avait beaucoup eu de références à Macron par rapport. On a décapité Louis XVI, donc on pourrait très bien décapiter Emmanuel Macron. Il y a eu énormément de références à la Révolution française par rapport aux Gilets jaunes. J'ai jamais trouvé ça très pertinent, mais ce qui me paraîtrait très pertinent, ce serait peut-être de parler de la Révolution russe de 1917. Est-ce que vous pensez que la Révolution russe est comparable à la Révolution française en termes d'idéologie? Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, en termes de pratique aussi, c'est assez clair, avec notamment le meurtre du père dans les deux cas, du monarque. Pour la France, c'est vraiment un événement euh, considérable, un bouleversement, une rupture radicale, que la mise à mort du père de la nation. En ce qui concerne les idées, oui, puisqu'il y a évidemment une filiation intellectuelle très nette, comme vient de le dire notre ami Scipion, entre le communisme et la Révolution française, qui en est la matrice intellectuelle. Et dans les deux cas, je dirais que une idéologie fondée sur le rejet de la morale, et en particulier de la morale chrétienne, fondée sur la jalousie, sur l'esprit de revanche, sur la cupidité, sur la haine, ne pouvait qu'aboutir à un bain de sang et à une litanie d'horreur. Voilà. Dans les deux cas, on retrouve ce même mécanisme. Et c'est pourquoi il faut évidemment toujours se méfier non seulement des communistes et des crypto-communistes, mais aussi des républicains invétérés, enfin républicains dans le sens d'héritiers de cette révolution française, parce que le pire est toujours possible, compte tenu des fondements idéologiques et même psychologiques qu'on retrouve derrière. Merci Monsieur de Chasset. Ben, nous parlons justement de la Russie. De l'autre côté de la Russie, il y a les États-Unis. Les États-Unis, la Révolution américaine, elle me semble, c'était entre 1775 et 1783. Au vu de la proximité des dates entre la Révolution américaine et la Révolution française, Scipion de Salm en parlait d'ailleurs en introduction, pensez-vous que la Révolution américaine ait inspiré la Révolution française? Oui, bien sûr, et puis il y a des personnalités qui font le lien, comme Lafayette principalement. Et puis derrière, une philosophie, même des organisations. La franc-maçonnerie était très influente aux États-Unis et dans la mise en place de cette révolution américaine. Voilà, en France aussi. Donc oui, il y a certainement un lien de cause à effet. Et puis on peut remonter plus haut aussi, dans les idées nouvelles qui ont été répandues par les pseudo-philosophes des prétendues lumières, des encyclopédistes, qui ont répandu leur poison au-delà des frontières françaises. Ouais. Merci beaucoup, Thibaut de Chasset. Écoutez, je vous ai posé à tous 5 questions chacun. Je vous remercie d'avoir tous répondu. Nous passons directement à la deuxième partie où directement les auditeurs peuvent poser leurs questions. Et je vois que Thomas relève la main, probablement pour faire suite à la discussion qu'il y a eu tout à l'heure sur le comte de Paris. Thomas, je vous donne la parole, je vous laisse poursuivre. Et les autres auditeurs, et bien évidemment, vous pouvez lever la main également si vous souhaitez communiquer. Absolument, merci mon cher Alexandre. Alors je tenais quand même à réagir vis-à-vis des réactions qui ont été faites précisément jusqu'à la nature de cette révolution. Parce que moi, en tant qu'étudiant en histoire, je peux savoir qu'il y a aussi, à certains moments, de la part de l'extrême droite, entre guillemets, de ce qui est notre camp, de ce qui défend justement la cause du roi, notamment, euh, démontrerait que on nous accuserait de vouloir falsifier l'histoire. C'est l'accusation en révisionnisme. Et en fait, le truc, c'est que moi, je me suis intéressé un petit peu à cette histoire-là, et que la République fait en sorte de manière systématique à ce que vos enfants, à ce que vous, lorsque vous arrivez, lorsque vous êtes à l'école primaire, et même au collège, en secondaire, ensuite au lycée, que vous appreniez une histoire qui est faite justement propagandisée.
Est-ce que la République l'a décidé dès le départ ou est-ce qu'elle s'est trompée? Est-ce que c'est justement encore un des héritages de la terreur? Je pense que la question pourrait se poser dans ce sens. Parce que la plupart des gens pourraient se rendre compte de façon systématique que la République et que la Révolution n'est qu'une suite d'événements qu'on nous présente comme étant héroïques. C'est ça qu'on nous présente. Mais lorsqu'il y a des gens qui se posent la question de savoir est-ce qu'ils ont vraiment eu lieu, ben, ils sont ostracisés. Donc à quel moment est-ce que la République ment? Tout le temps? Ou sur certains événements? C'est ça la question que je me pose. Du coup, Et vous mon posez cher la question à Yanis, qui? bah, Excusez-moi, vous posez la question à qui précisément? je te la pose à toi, Alexandre, et puis surtout à Yanis. Mais à ton avis, est-ce que c'est présenté de manière assez propagandisée? Je vais laisser, étant donné que je suis l'animateur, je vais laisser Yanis répondre à la question. Yanis Morio, vous me recevez? Soit 5 sur 5, effectivement. Alors oui, bah, de toute façon, tout régime, quel qu'il soit, a besoin de mythe fondateur, sinon il ne tient pas. Mais est-ce qu'on peut dire que tout est faux, que tout sont des choses factuelles? Mais dès le début, enfin, on le voit aux États généraux, comme je l'ai énoncé tout à l'heure, le côté révolution populaire, on voit que vraiment les couches populaires n'étaient pas représentées. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Valmy, bon bah, petite bataille sans escarmouche, on en a fait un mythe, évidemment, bon, le décor s'y prête avec les moulins, l'idée d'un peuple coalisé contre toutes les monarchies dites réactionnaires, voilà, le, le- tout est parfait comme scénario. Euh, on a nié longtemps le populicide, on peut aujourd'hui parler de génocide vu que le terme s'est imposé pour la Vendée. Enfin, en soi, tout est faux, mais j'ai presque envie de dire c'est normal. Tout régime doit avoir ses mythes. Si on expliquait la République telle qu'elle est, elle ne tiendrait pas. C'est évident. Si on disait bah, c'est quelques bourgeois jaloux de la noblesse qui ont eu envie d'avoir leur part du gâteau, qu'on fanatisait une partie des dames des Halles pour aller réclamer du pain, et qu'ensuite on a massacré, on a jeté des bébés dans des puits, on a noyé des gens dans la Loire, on a passé les gens par le canon, et puis on a eu quelques fous qui ont développé une espèce de religion, de culte de l'être suprême, qu'ensuite on était jusqu'à renouveler tout, même le calendrier. Enfin, si on explique ça, évidemment, les gens diraient, mais ce sont des fanatiques. Ce qui est le cas. Mais effectivement, dit comme ça ne passe pas. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de mentir. Et ça, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Enfin, tout régime le fait. Mais ce qu'il faut, c'est démystifier tout ça, montrer qui étaient les révolutionnaires, quels ont été les événements. Donc, puisqu'on est le 14 juillet, donc, comme l'a rappelé Scipion tout à l'heure, on fête surtout la fête de la Fédération, plus que plus que la prise de la Bastille, même si les anglo-saxons parlent du 14 juillet comme du Bastille Day. Mais donc, c'est en fait cette fête de la Fédération, comme je le disais tout à l'heure, il y avait eu une messe sacrilège donc, de Monseigneur de Talleyrand. C'était un faux semblant autour d'une espèce d'unité nationale fantasmée avec le roi qui était dépossédé de ses pouvoirs traditionnels, de son aspect sacré, enfin donc une espèce un proto-super président. Et donc cette fête commémorait les 1 an du lancement de la Révolution par cet événement. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Scipion, mais qui est en soi un non-événement, une révolte qui a pris un peu plus d'importance dans l'histoire que toutes les autres, dans laquelle enfin, qui s'est faite sans aucun honneur, la mort du marquis de Launay à qui on avait promis de ne pas le tuer, la mort des gardes suisses, qui sont toujours aujourd'hui enterrés, à chaque fois que j'y passe, je m'incline devant leur tombe, à la chapelle expiatoire. Enfin, c'est une révolte qui a dégénéré, qu'on a érigé en mythe national, et qui, enfin, c'est c'est vraiment le mythe national, c'est ce que nous ont raconté les hussards noirs de la République, mais rien ne tient, enfin, c'en est même ridicule quand on revient aux origines de l'événement.
C'est le problème, voilà, c'est les mythes fondateurs de la République. Bon, bah, chacun a les mythes qu'il veut, mais il faut les démystifier. C'est un devoir. Il faut expliquer aux gens sur quoi ça tient. On va pas le refaire, ça a été fait brillamment tout à l'heure, mais c'est là le nœud du problème. Tant que les gens croiront ces mythes, bah, la République tiendra dans les esprits, dans les cœurs. Parce que je pense pas. Alors évidemment, il y a des gens malhonnêtes qui sont très bien conscients de tout ça, mais qui en vivent. Mais je pense que dans les gens sincères, on parlait tout à l'heure des Gilets jaunes qui avaient repris l'idée, voilà, 1789, qui avaient comparé Macron à Louis XVI. C'était pas mauvais de leur part. Ils ont toujours compris, enfin, entendu ça. Ils ont eu cette propagande à l'école. Ils sont persuadés qu'effectivement le roi est méchant, la révolution était gentille. Voilà, dans une vision binaire et manichéenne des choses. Il faut apprendre aux gens, réapprendre la vérité. Alors c'est un travail de longue haleine, hein. Je dis pas que ça va se faire demain, mais je pense pas que ces gens, notamment les gilets jaunes, ne soient pas sincères. Et il faut leur donner un nouveau scénario, le vrai de préférence, et changer cette propagande républicaine qui est totalement manichéenne. Je vais également répondre à la question puisque Thomas me l'a posée également, et ma réponse elle est très simple. Comme l'a dit Yanis Morio, il y a des mythes partout, et d'ailleurs ça ne s'arrête pas qu'à la Révolution française. Quand nous regardons la Seconde Guerre mondiale, on nous explique que la France était totalement résistante, le mythe résistentialiste, et que la collaboration c'était quelque chose d'assez marginal. La réalité, elle est plutôt contraire. La réalité est complètement contraire. Quand on regarde les chiffres, on se rend compte que le nombre de résistants explose à partir de juillet 1944, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul Allemand sur le sol. Effectivement, il est facile d'être résistant quand l'envahisseur n'est plus là. Et cela, ça servait quelque chose, c'était pour montrer que la France était vainqueur et pas vaincue, et donc avoir tous les avantages qui en étaient liés par rapport à proto-l'ONU. Et au-delà de ça, par exemple, quand on est face à des élus que l'on paye et qui nous expliquent que l'immigration, elle rapporte plus par an que ce qu'elle nous coûte, là par contre c'est un mensonge qui est complètement effronté. Mais du coup on se retrouve face à une population française, quand on débat soit dans un bar ou dans la rue, quand on est face à un socialiste, il va nous expliquer que selon le député machin ou selon le ministre machine, effectivement l'immigration rapporterait plus qu'elle ne coûte. Mais ces gens-là sont complètement sincères dans leur démarche et ils y croient aveuglément. Parler de féminisme à une femme, cette femme-là, elle va vous dire, ah bah, je gagne 26% de moins selon Le Monde, selon Le Parisien, selon Libération, que mon collègue masculin. Bah, ce serait formidable pour les patrons. Les patrons n'auraient plus qu'à embaucher que des femmes pour économiser 26% de charges sociales et salariales. Évidemment, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est totalement faux. Donc oui, il y a des mensonges ou des mythes, on appelle ça comme on veut, pour servir des idéologies, pour servir des intérêts économiques, hein. Le cas du féminisme, c'était totalement le cas. Et il faut savoir expliquer en quoi c'est faux, soit par la statistique, soit par l'histoire, soit par l'instauration de la vérité argumentée, tout simplement par la raison. Et les mythes, tu remarqueras, cher Thomas, sont souvent écrits sur de la morale. Sur la morale, quand j'ai donné l'exemple de la Seconde Guerre mondiale, bah, si on les écoute, dans chaque cave, il y avait des juifs qui étaient cachés. La Révolution française, pareil, c'est le roi qui était méchant et les révolutionnaires qui étaient gentils. C'est toujours sur de la morale. L'immigré, c'est le gentil qui fuit la guerre, la famine, les maladies. Il vient de trois zones géographiques différentes apparemment, et c'est toujours le pauvre opprimé immigré qui vient en France pour réussir sa vie et travailler et contribuer à la grandeur de la France. C'est toujours sur de la morale. Donc mon conseil, c'est d'être toujours sur la raison, sur la zététique, sur l'argumentation et sur la preuve et voir la statistique quand on peut, notamment sur le nombre d'étrangers qu'il y a en prison. Thomas Martin, Thomas, excusez-moi, je vois que vous levez la main, je vous redonne la parole. Ma Oui, je te réponse a été remercie, mon claire. cher Alexandre. Mais alors, du coup, je suis d'accord avec tout ton discours, mais le problème, c'est que c'est pas la vérité. Parce que c'est pas ça qu'on enseigne. Parce que, à côté, je veux dire, on est censé être des citoyens. On est censé vivre, en fait, en République en France. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en fait, on te propose une version de l'histoire qui, en fait, en réalité, moi, je l'ai fait. Ça m'a pris 10 minutes. 10 minutes de recherche pour voir que, en fait, ils te disent pas la vérité.
Donc au final, comment est-ce que les citoyens vont réagir? Parce que moi, au pire, bon, je suis nationaliste, je suis d'extrême droite, toi aussi. Bon, il n'y a pas de problème pour nous. Mais par contre, pour les autres, comment est-ce qu'ils vont réagir? Ben, ils vont la foutre en l'air, cette République. C'est ça qu'ils vont. C'est ça. Si jamais ils apprennent cette vérité-là, ils vont la foutre en l'air. Et c'est à partir de là que ça devient dangereux. Donc moi, j'y peux peut-être pas grand-chose, toi non plus, le Parti de la France non plus, nous tous ici, on n'y peut pas grand-chose. Mais par contre, le peuple français, lui, il y peut beaucoup. Et c'est ce que justement l'histoire nous apprend, notamment celle de la Révolution. Donc bon, J'aurais c'est pour ça tendance que à je dire, m'inquiète, mon cher Alexandre. cher Thomas, que la majorité de la population, euh, elle s'en foutrait complètement. Je vais être un peu vulgaire, mais à partir du moment où tu n'enlèves pas Netflix à la population, que tu lui enlèves pas ses besoins quotidiens et son besoin de consommation, ça m'étonnerait franchement que le peuple irait dans la rue pour faire une révolution, pour justement contrer la révolution française qu'il y a eu après la connaissance de tout cela. Tout simplement parce on est quand même face à une majorité du peuple qui accepte sans problème l'idée de l'écriture inclusive, qui accepte l'idée de homoparentalité, qui accepte complètement l'idée d'être transgenre ou je ne sais guère, et que l'immigrant, il est gentil, et que limite, faudrait parler arabe dans les écoles. Donc, je suis assez. Enfin, Thomas, je pense que tu le sais comme moi, que le peuple français n'est pas spécialement combatif à l'heure actuelle, dû au système économique et social. Je vois qu'il y a Paul Bismuth, j'espère que je le prononce bien, qui demande la parole. Je vous la donne, Paul. On vous écoute. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton bleu au milieu de l'écran afin de s'exprimer. Oui, bonsoir. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Alors, je voulais dire que moi, ce qui me tient à cœur dans cette fête nationale, c'est justement qu'on ne fête pas la prise de la Bastille, mais bien la fête de la Fédération qui, comme disait Yanis Morio, est une sorte du pseudo-unité nationale, une sorte de mythe fondateur. Et ce qui est important de voir, c'est que c'était avant, justement, 1793, les événements de terreur, où on pouvait encore croire à un idéal qui allierait les avantages de l'ancien et du nouveau régime, entre guillemets. Et c'est ça qui, selon moi, on devrait avoir tous en idée cela, même la majorité du peuple français qui croit justement que c'est la prise de la Bastille, donc une révolte euh, violente et qui sans aucun réel but politique. C'est vraiment fait de la fédération, le peuple est encore avec son roi, mais cherche des solutions à une crise politique et tout monter ensemble pour une sorte d'unité nationale. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que j'aimerais bien en tout cas que tous les Français sachent au moins ce qu'on fête, ce qui est le 14 juillet 1790 et pas 1789. Ouais, d'ailleurs, cela a été précisé par Scipion de Salm tout à l'heure. Il est vrai. Merci Mais tous les beaucoup. Français ne sont pas Scipion de Salles. Ça, c'est vrai. Thomas, je vois que vous relevez la main. Je vais juste compléter ma réponse de tout à l'heure avant de vous redonner la parole. J'ai oublié de préciser qu'il y avait quand même 12 millions de musulmans en France. Ils sont probablement 10 fois plus nombreux d'ailleurs que les nationalistes purs et durs. Et que par conséquent, t'imagines bien que les 12 millions de musulmans ne rejoindraient pas ta cause. Je vous redonne la parole, Thomas. Ça va, je te remercie, mon cher Alexandre. Bah oui, il y a 10 millions, même plus. En réalité, on est autour de 15 et 16 millions d'origine des colonies. Et qui a justement essayé de ramener des colonies en France? Parce que c'est pas la monarchie, c'est la République qui a essayé de le faire. Hein. En 1848, etc., c'est Napoléon III qui essayait, avec la Troisième République, pour essayer de dire 3 couleurs, un drapeau. Voilà. 3 continents, un drapeau. Et donc, du coup, aujourd'hui en France, on se retrouve avec ces gens-là. Mais c'est pour ça. Je veux dire, il faut pas essayer de remettre la faute sur les immigrés. Les immigrés sont un problème en France, je suis d'accord. Mais c'est la République qui a essayé justement de les coloniser, de leur faire connaître l'école française. Je pense que personne ici ne, ne me contredirait là-dessus. C'est elle qui leur a dit, voilà, un citoyen français
à république. Voilà. Que ce soit l'Algérie, que ce soit la Tunisie, que ce soit même le Vietnam ou quoi que ce soit, ou, dans ces coins-là, ou même aujourd'hui encore dans les dom-toms, c'est encore faisable. Et c'est ça qu'ils nous disent, ces gens, ces immigrés-là. Ils nous disent, on est autant des citoyens, autant français que vous, parce que c'est vous qui nous avez amené votre loi. Donc en fait, c'est le droit et c'est la République sur laquelle elle est fondée. Parce que pourquoi? Parce que ce régime politique à la con a été fondé sur l'idée que on faisait tous société ensemble. C'est l'idée de Rousseau, c'est le contrat social. C'est-à-dire qu'en gros, la majorité de la population fait société ensemble. Et ça fait sauter la monarchie avant. Voilà le truc. Et c'est pour ça que, à cause de ce truc-là, on se retrouve aujourd'hui avec une France qui se pose la question de savoir, oui, non, mais en même temps, à la fois je date depuis Clovis, et puis ensuite je date depuis 1789. C'est-à-dire la République contre la monarchie. Et la position a été menée comme cela. Par qui? J'ose le dire, excusez-moi messieurs, ce soir, par la franc-maçonnerie. C'est elle qui l'a fait, c'est elle qui l'a posé. Elle a posé l'équation du problème en ce sens. Alors que normalement, elle ne devrait pas se poser. Normalement, chaque Français devrait se reconnaître savoyard, parisien, breton, corse comme moi, ou marseillais, ou aquitain. Normalement, la question ne devrait pas se poser. Mais pourquoi est-ce qu'en France, elle se pose et pas ailleurs? En Italie, ça se pose pas. En Allemagne, ça se pose pas. Même au Royaume-Uni, ça se pose pas. Même aux États-Unis, j'ai envie de vous dire, même en Russie, on en parle en ce moment. Ça se pose pas ces questions-là. Donc, il y a vraiment une question d'identité qui a été posée par la Révolution et qui doit être résolue maintenant. Donc, Alexandre Inger, je te laisse trouver la réponse. Je laisserai un de mes invités répondre s'il le souhaite, mais avant cela, je dis ce que j'en pense. C'est-à-dire qu'effectivement, avec la République, on a eu ce que j'appelle moi le poison égalitariste. Donc c'est la dimension universaliste que tu disais, et donc le côté chaque individu vaut un et est interchangeable avec un autre. Cependant, pour la question de la colonisation, je tiens à préciser que la colonisation a été bénéfique pour les colonisés. Je pense notamment à l'Algérie, puisque quand on parle de colonisation, on pense souvent à l'Algérie parce que c'est quand même la diaspora qui nous pose le plus de problèmes aujourd'hui en France. Quand la France est arrivée en Algérie, donc en 1830, après que l'Empire ottoman occupait le territoire, l'Algérie a eu une mortalité infantile divisée par 4. La tuberculose a disparu, ils ont eu les écoles, ils ont eu les routes, les bibliothèques, énormément de choses qui leur sont profitables. Cependant, moi je ne veux pas que la fameuse colonisation qui leur a été bénéfique, je rappelle, serve d'excuse aux immigrés qui sont là actuellement pour se sentir comme des rois ici et faire ce qu'ils veulent. Mais j'ai bien compris que ton argumentation, Thomas, était le côté égalitariste qui font qu'ils se sentent autant français que nous et que donc ils se sentent rois ici. Mais malheureusement, beaucoup de gauchistes s'en servent comme argumentation pour dire on a colonisé leur pays, on a été méchants avec eux, donc c'est normal qu'ils soient là. Ouais, bien évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec ce discours. Je ne sais pas si un de mes invités souhaite réagir à l'intervention de Thomas. À ma foi, ce que je peux dire sur cette question, effectivement, bon, il y a la question de la colonisation, qui était une idée de gauche à la base. La droite ensuite l'a récupérée, parce que c'était un fait acquis. Bon, bah, on a tout fait pour garder nos colonies ensuite, mais voilà, l'histoire ne repasse pas les plats. Mais à l'origine, oui, c'était, notamment, on appelait souvent, dans la presse, Jules Ferry le Tonkinois, parce qu'il militait en faveur d'une colonisation du Tonkin. Et la droite, à ce moment-là, était vent debout contre ça. D'ailleurs, on peut même citer Paul Déroulet, qui n'était pas monarchiste, qui était républicain, mais un républicain à la sauce Barrès, qui disait on nous a pris nos 2 filles, donc l'Alsace et la Lorraine, et on voudrait nous consoler avec des servantes, pour parler des colonies. C'était la droite était totalement contre ça. Et sur la question ensuite de l'identité, donc évidemment, si on part du principe que l'identité est républicaine, tout le monde peut être républicain. Tout le monde peut adhérer à ces idées-là, que ce soit un Otanto de Namibie,
un Jivaro d'Amazonie, un aborigène d'Australie, enfin, sans aucun problème, si c'est la République universaliste, mais je préfère parler de la France. Et dans cette France, donc, il y a tout un tas de terroirs, tout un tas de provinces que la Révolution a voulu gommer en créant les départements qui sont, alors c'est comme on parlait du système métrique tout à l'heure, qui est une forme de rationalisation, alors qu'avant il était calqué sur l'anatomie humaine. Mais donc les départements, c'est peu ou prou la distance qu'on parcourt pour rejoindre la préfecture en une journée de cheval. Bon, bah, il n'y a pas plus rationnel que ça, alors qu'avant on avait des terroirs qui étaient calqués sur l'histoire. On pouvait se sentir appartenir à une province. Moi, personnellement, je suis bourguignon, même si je suis du Mâconnais. Alors ça fait rire quand je dis que je suis un méridional, parce que tout ce qui est au sud de Tournu, c'est déjà le pays des tuiles rondes, donc on peut dire que c'est déjà le midi. Bon, j'ai déjà fait huer pour ça, mais bon, c'est pas grave. Mais donc chaque province avait son identité. On a voulu les gommer ensuite. On l'a vu avec les instituteurs qui disaient en Bretagne, il est interdit de cracher par terre et de parler breton. On l'a vu avec l'effacement de nos identités, de nos pouvoirs locaux, pour aller vers un jacobinisme de plus en plus absolu. Et donc cet effacement, cette idée d'une identité nationale républicaine qui n'est pas la vraie identité française, qui est basée, on disait d'ailleurs Louis XVI, et tous les rois avant lui, il disait pas mon peuple, il disait les bons peuples de France. Il y avait plusieurs peuples, entre l'Alsacien, le Breton, le Basque, les Occitans dans tout ce qu'il pouvait avoir, de l'Auvergnat-Provençal. Enfin, elle est là, la vraie diversité. Alors après, bon, il y a eu les colonies, bon, bah, ma foi, il nous reste un peu l'outre-mer, bon, bah, il faut aussi garantir leur diversité à eux, leur culture. Mais c'est cette idée vraiment de république universelle qui fait qu'il n'y a plus de place ni pour un Béarnais, ni pour un Lorrain, et qui effectivement peut s'étendre au monde entier. Ça, c'est l'idée totalement abstraite et totalement désincarnée. Ce n'est pas ça être français, comme ce n'est pas ça être telle ou telle province. Et il faudrait revenir justement à ce que les Girondins avaient, même s'ils acceptaient déjà l'idée de république, ils étaient quand même, ils se sont dit, oula, il y a un petit problème si on est dirigé d'un point central. C'est pour ça qu'on les appelait Girondins, parce que c'était Bordeaux, qui était une ville importante, qui n'avait pas du tout envie de se retrouver soumise à Paris. Bon, ben, ils avaient qu'à pas être républicains, bien fait pour eux, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est cette idée d'universalisme qui, dans un même élan, a gommé nos particularismes régionaux, auxquels je tiens beaucoup. Si j'envoie une lettre dans l'Ariège, bon, évidemment, ça sera une boîte aux lettres autre département, on dit qu'on l'envoie dans l'Ariège, mais au fond de mon cœur, je dirais, c'est dans le comté de Foix. C'est comme ça. L'Ariège ne représente rien. Et donc, de cet élan vraiment de suppression des réalités terrestres et charnelles, ben, on s'est dit pourquoi pas faire des colonies et leur imposer la République. On n'a pas voulu faire d'eux des Français, on n'aurait pas pu, et puis tant mieux pour eux, enfin, chacun à sa place et les vaches sont bien gardées. On a voulu en faire des bons républicains. Certainement pas des catholiques. La question s'est posée on a freiné les élans missionnaires en Algérie. On a voulu en faire des bons républicains avant d'en faire des bons Français catholiques. Ce qui fait que l'Algérie n'a pas pu tenir. Mais c'est toute cette idée désincarnée. Quand on part de ce postulat, bah, on ne peut rien faire, ni faire un peuple, ni même aller coloniser d'autres peuples. C'est tout le problème de cette façon de penser. Merci Yanis. Morio pour votre réponse. Je vois que Thomas lève la main. Ce sera la dernière question, Thomas, parce que l'heure tourne. Nous sommes déjà à 1h10 d'émission. Donc je vous donne la parole pour la dernière fois, Thomas. Profitez-en. Écoute, je te remercie, mon cher Alexandre. Et alors, du coup, mon cher Yanis, puisque du coup la réponse me satisfait, quand même, que faire maintenant pour la France? Parce que si on reste monarchiste, objectivement, il y a les querelles de dynastie entre les orléanistes et puis les légitimistes, et tu le sais, entre le roi d'Espagne, les Bourbons d'Espagne et puis le comte de Paris. Bon, ça va nous diviser. Et si on est bonapartiste comme moi, ça veut dire qu'il faut attendre le sauveur. Et si on reste républicain et en même temps pour la démocratie, ça veut dire qu'il faut voter. Donc, dans les trois cas, on est perdant à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire
pour justement redonner aux Français qui se sentent encore un petit peu français aujourd'hui en France, en 2022, ça existe encore, toi, moi et puis d'autres ici, pour pouvoir justement réussir à vivre dans le siècle prochain. Parce que au XVIIIe siècle, ils sont tapés la Révolution. Au XIXe siècle, il y a eu des guerres civiles quasiment tous les 15 ans. Au XXe siècle, il y a eu 2 guerres mondiales. Maintenant, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la simple question. Est-ce qu'il faudrait pas un nouveau sauveur, un nouveau De Gaulle? Bien que je déteste De Gaulle, comme tu peux le savoir, parce que je suis corse et puis parce que je suis harki et puis pour des raisons personnelles. Mais comment faire maintenant? Voilà, j'en ai terminé, mon cher Alexandre, et puis du coup, réponse. À qui posez-vous la question, Thomas, avant de le poser à Monsieur de Chasselet? Je la pose à Yanis, puis après, toi, si Alexandre, tu veux répondre, et puis ça Ah bah conclura. faut changer, parce que Yanis et moi avons répondu à toutes les questions depuis le début. Il faut choisir entre Scipion et Thibaut de Chasselet. Eh ben, Scipion, puisque Monopoliser la parole non plus, quand même. Bah écoutez, Scipion, comment faire maintenant, puisqu'en 1959 on a perdu, puisqu'en 14-18 on a perdu, et puis parce que maintenant en 39-45 on a perdu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a quand même gagné en 1918, hein, même si ça a été dur, hein. Sérieusement, je pense qu'il faut que Thomas Joly soit président de la République et remette de l'ordre en France, hein. Voilà ce que je pense. Alors après, c'est pas encore gagné, hein, il faut être honnête, mais l'ami Thomas que je connais depuis bientôt 25 ans a toutes les compétences et les capacités requises pour mettre de l'ordre en France. Et la première des priorités, c'est la remigration, hein. C'était l'objet d'une autre émission. Mais avant de se quereller sur la nature exacte du régime politique pour restaurer la France, il faut simplement restaurer une population française ou du moins européenne en France. C'est la priorité des priorités. Et après, il faudra mener un débat en effet riche et sans tabou sur la meilleure constitution possible pour la France, hein. Ça, c'est un thème d'ailleurs typique de la révolution dont on parle aujourd'hui, qui est la meilleure constitution pour la France. Et ce que nous a proposé la République, c'était pas des bonnes solutions. Là, je suis d'accord avec les autres invités. Après, nous proposerions des solutions différentes. Moi, je suis plutôt centraliste, hein, par exemple, contrairement à d'autres. Mais ça, on peut en discuter. Ou beaucoup de détails divers et variés, mais la première chose à faire, c'est le PDF au pouvoir, et la deuxième chose, c'est la remigration, pour faire simple. Je suis plutôt d'accord, Scipion, avec vous. Le PDF au pouvoir et la remigration. Ça me va tout à fait. Thibaut de Chasselet, peut-être que vous aviez une idée autre. Bah, écoutez, il y a un principe à mon avis qui est intangible, c'est que les problèmes sont d'origine politique et en amont d'origine philosophique, et les solutions sont d'abord en pratique politique et doivent s'inscrire dans un combat d'ordre philosophique. Mais, donc on ne doit pas renoncer, on ne peut pas renoncer à la politique. Toute possibilité de survie et de redressement de la France passe par le rétablissement d'un État véritablement patriote, d'un État nationaliste. Il peut prendre différentes formes, y compris une forme royale qui, à mon avis, est la meilleure pour diverses raisons, hein, et en particulier sur le long terme. Mais l'urgence, c'est l'instauration d'un État, d'un gouvernement de survie nationale, en particulier pour résoudre le problème crucial, vital et urgent de l'immigration de masse, du grand remplacement, quoi. Et effectivement, la mise en place d'un État ayant la forme la plus convenable, la plus parfaite possible, sachant qu'il n'y a pas d'État et d'institutions et de forme vraiment parfaite, hein, ni idéale, viendra dans un second temps. Voilà. Donc, en ce sens, je rejoins notre ami Scipion de Salm. Merci à vous deux pour vos réponses. Et ne t'inquiète pas, Thomas. Comme disait Saint Paul, il ne faut jamais être dans le désespoir. Et concernant la France et concernant l'immigration, je vais citer un grand homme que tu reconnaîtras. Courage, on les aura. Thomas, je suis désolé, mais j'avais bien stipulé que c'était votre dernière question.
Donc je ne peux pas vous redonner la main malgré le fait que vous la releviez. Donc je tiens, parce il écrit quand même tard, on va pas retenir nos invités un soir de 14 juillet jusqu'à minuit. Et la déprime est déjà assez présente à cause de la symbolique pardon, de ce jour-là. J'espère que l'émission vous a aidé quand même à relativiser cela. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je remercie mes invités d'avoir été présents. Merci beaucoup Thibaut de Chasset. Merci à vous. Est-ce que je peux donner quelques pistes de lecture pour conclure rapidement, si vous voulez bien? Bon plaisir. Alors pour ceux qui voudraient approfondir, et nous devons tous le faire, cette question très importante, quelques pistes. Alors, un ouvrage formidable de Philippe Pichot-Bravard, qui s'intitule tout simplement La Révolution française, c'est vraiment brillant, et ce n'est pas redondant, alors que la littérature est tout de même très abondante sur le sujet. Pour ceux qui veulent commencer en douceur, je signale qu'il a donné un entretien remarquable à la revue L'Héritage, dans le numéro 10, qu'on peut encore acheter par Internet ou auprès de la librairie française. Et d'ailleurs, dans cet entretien, il contredit un peu l'idée qu'on trouve parfois au sein de la droite nationale qu'il y aurait une gentille révolution de 1789 et une méchante révolution de 1793. Voilà, une idée de séparation et qu'il ne faudrait pas tout jeter, pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors il répond à cette analyse. Voilà. Alors il y a aussi les ouvrages de Rénal Séché, évidemment, sur la question vendéenne en particulier, le génocide. Un ouvrage fondamental, mon plus volumineux, c'est celui de l'abbé Baruel, intitulé Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Lui-même ancien franc-maçon, il met le doigt sur l'influence, l'implication de la franc-maçonnerie dans les événements. Il y a aussi les ouvrages de Jean de Vigry sur la notion de citoyen, et dans la foulée, ceux de Xavier Martin sur l'homme nouveau qu'a voulu forger et que propose la Révolution française. Et puis en passant, je termine avec Augustin Cochin, sur le mécanisme des sociétés de pensée qui ont favorisé et qui ont permis l'éclatement de la Révolution française. Donc c'est son livre intitulé Les sociétés de pensée et la démocratie française. Voilà, si je ne dis pas de sottises. Alors évidemment, il y aurait bien d'autres auteurs et livres à conseiller, mais en voici quelques-uns qui me viennent en tête. Voilà. Je vous remercie pour cette émission et merci aux auditeurs. Merci beaucoup Thibaut de Chasset pour votre intervention et pour la liste de livres que vous nous conseillez. Je rappelle à mes auditeurs que vous pouvez très bien retrouver Thibaut de Chasset sur sa propre émission sur Radio Courtoisie. Je remercie également Scipion de Salm d'avoir été là de nouveau avec nous ce soir. Merci beaucoup Scipion de Salm. Écoutez, c'est très volontiers. Moi, je dirais juste qu'il faut voir un film, L'Anglaise et le Duc, pour comprendre la Révolution et la Terreur. C'est formidable. Donc, merci Alexandre, merci à tous de votre écoute. Bonne soirée. Merci beaucoup Scipion pour le conseil du film. Et bien sûr, merci à Yanis Morio, nouveau cadre du Parti de la France, d'être venu ce soir. Merci beaucoup Yanis. Yanis avec un I, je tiens à rassurer mes auditeurs. Oui, effectivement, ça vient du grec. Merci Alexandre pour ton invitation. Et maintenant, vu que nous avons passé cette funeste journée, alors je vais porter le deuil depuis hier soir et je me suis claquemuré chez moi, je n'avais pas envie de participer, comme dirait Jacques Brel, à tous les flonflons de cette funeste journée. Et je vous donne rendez-vous pour la vraie fête nationale, le 15 août, qui est notre fête nationale historique depuis le vœu de Louis XIII, qui lui a donc donné un fils. Donc, par avance, bonne fête nationale au 15 août, jour de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Et puis merci à tous nos auditeurs. Nous nous retrouverons le 15 août. Et merci enfin à mes auditeurs d'avoir écouté cette émission comme chaque semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui parlera de cinéma avec Daniel Conversano d'ailleurs. Abonnez-vous au canal Telegram, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que l'émission sera directement disponible en rediffusion tout de suite sur le canal du Parti de la France et dès demain matin sur la chaîne YouTube. Et bien sûr, adhérez au Parti de la France. Bonne soirée à vous, bon courage et à la semaine prochaine.